Bien. Alors, ce que je voulais faire pour démarrer, c'était revenir, j'avais peut-être démarré la dernière fois, je voulais revenir dessus, un peu sur ce qui distingue la pratique de la philosophie, la pratique philosophique de ce qu'on pourrait appeler comme ça la philosophie en général, dans une perspective plus formelle, plus académique, un ou autre, voilà. Juste un petit sondage. Qui ici a fait des études ou travaille en philosophie, qui déjà ça donne une culture philosophique? Vous pouvez lever la main? Voilà, donc après, ouais, la moitié. Alors je dis ça parce que certains vont dire ah mais je ne connais pas, il va se penser un peu spécial parce qu'il n'a pas fait entre guillemets de philosophie. Donc c'est partagé, c'est moitié-moitié. Et notre idée c'est que en effet la pratique philosophique n'est pas réservée, alors ça peut aider à avoir une culture philosophique, n'est pas réservée à cela. Hein, voilà. Et ça peut être un handicap d'avoir étudié la philosophie, comme on s'en aperçoit parfois quand on a des collègues professeurs qui veulent se lancer dans la pratique, parce que de sa manière c'est un tout autre exercice. Et ce que je voulais faire pour... j'ai bien l'idée de poser des concepts, hein, des termes simples, clairs, forts, qui peuvent distinguer justement les choses entre elles dans leur essentialité. Je voulais poser une distinction conceptuelle qui pourrait être au cœur de la distinction entre philosophie et pratique philosophique, qui est la distinction entre ce qu'on pourrait appeler un discours descriptif et puis un discours... Est-ce que vous voyez dans le fond, c'est un peu pâle, ça va? Performatif, voilà. Alors c'est un terme qui est plutôt apporté de la linguistique, qui me semble extrêmement intéressant ici à utiliser. Voilà. C'est en général, quand vous écoutez un philosophe ou quelqu'un qui prétend philosopher au sens large du terme, en général, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, alors sous la forme, qu'on dit soit de mythos ou de logos, soit sous la forme d'une narration, mais plutôt sous la forme d'une explication, d'un discours abstrait, il va vous décrire le monde. Voilà. Il va vous dire ce que le monde est, dans sa perspective à lui. Il va soit le décrire, soit en tirer un certain nombre de concepts qu'il pense opératoires. Voilà. Et ce qui fait que souvent, d'ailleurs, quand on écoute un philosophe, bien on peut avoir l'impression même qu'il prêche. Il prêche parce qu'il vous décrit ce qu'est le monde. Et dans le fond, c'est un peu ce que fait un discours religieux, c'est-à-dire que à la fois, il vous dit ce qu'est le monde, souvent sous la forme d'une critique, voilà, c'est vrai, critiquer ce qu'est le monde, et en même temps, en vous proposant ce que devrait être le monde. C'est rare qu'un philosophe se contente de dire ce qu'est le monde, soit explicitement ou implicitement, il est en train de vous dire ce que devrait être le monde. Alors, soit ce qui devrait être de manière comme ça après, soit ce qu'il faudrait faire pour que le monde soit meilleur. Voilà, Et toujours un peu cette dimension-là. Alors, donc, on va vous... Alors, j'ai employé des termes peut-être un peu réducteurs ou durs, mais bon, peu importe. L'important, c'est que ça soit clair. N'ayons pas peur des mots. Il va vous vendre ce qu'on peut appeler une vision du monde. Dire, voilà, le monde n'est que matière. L'important, je sais pas, j'en ferai en tête parce que bon, c'est un peu la mode, que le monde est avant tout matériel, qu'il n'est pas métaphysique, que l'important c'est le plaisir, donc c'est la vision hédoniste qu'on peut avoir. Vous avez quelqu'un d'autre qui va vous vendre l'idée d'une ce qu'on pourrait appeler une spiritualité séculaire ou laïque, voilà, en disant voilà, c'est ça voilà la sagesse. Donc, parce que c'est une des conceptions de la philosophie, c'est l'enseignement d'une sagesse, ça veut dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut penser, voilà comment il faut se positionner, et puis alors je sais pas, le monde sera meilleur, vous serez plus heureux, ou vous résoudrez vos problèmes, voilà. Alors, je le dis, alors après on peut aimer ou pas aimer ce qu'ils disent ou ce type de position, mais bon, c'est quelque chose de tout à fait utile, qui d'ailleurs toujours a été un peu l'idée aussi de la philosophie, c'est de décrire le monde sous une forme neutre ou bien critique, et puis de proposer des schémas éthiques ou autres, soit qui permettent de comprendre, soit qui améliorent la vie. Alors selon les philosophes, on est plutôt soucieux du monde, plutôt soucieux de la personne. Voilà. En gros, c'est une sorte
résumé de ce que l'on rencontre quand on écoute ou quand on lit un philosophe. Voilà. Alors, maintenant, l'entrée de qu'est-ce qui, par rapport à ce schéma-là, alors donc ces concepts-là, on peut, comme toujours, dire qu'ils se recoupent, qu'ils se relaient, qu'ils se complètent, mais peu importe. Hein, je dirais, pensons d'abord à les distinguer. C'est une erreur d'ailleurs que l'on fait un peu dans le petit bouquin qu'on avait fait sur les problèmes de la pensée, l'illusion de synthèse. Souvent, on veut mettre ensemble. Voilà. On va dire, par exemple, quelle est la différence entre un mari et une femme? On dit oui, mais ils sont mariés. C'est possible qu'ils soient mariés, en effet, mais d'abord tentons de les distinguer avant de les marier. Hein, voilà. Donc, il est toujours intéressant là sur le plan, je dirais, méthodologique, hein, de distinguer avant de vouloir marier, avant de faire du célestinisme, voilà, avant de vouloir unir les choses entre elles. Voilà, parce qu'en plus, il y a, je dirais, un phénomène d'époque, une sorte de New Age, comme ça, un peu intrinsèque dans la société, dans notre culture actuelle, où on veut dépasser les contraires. Voilà. Donc, parce que ça vaut, c'est ainsi, on veut que les choses aillent ensemble. On entend souvent, c'est complémentaire, c'est le terme à la mode, la complémentarité. Voilà. Le tragique n'est pas à la mode, mais le complémentaire est à la mode, comme ça, pour aller vite. Donc, en ayant un peu ça en tête, je vais demander d'abord, en un premier temps, de ne pas unir tout de suite, mais de distinguer. Donc, comment distinguer donc, le discours descriptif du discours performatif? Eh bien, c'est que le discours performatif n'a pas vœu ou souci de décrire, il a comme horizon d'engendrer quelque chose. Voilà. Hein, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un discours performatif? C'est de dire passe-moi le sel. Hein, passe-moi le sel n'a pas vocation de décrire ce qu'est le monde. À la rigueur, on peut dire qu'implicitement, ça veut dire qu'il y a du sel, peut-être, ou peut-être pas. On ne sait pas d'ailleurs, on peut dire qu'il y a un sel, qu'il n'y a pas de sel, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'idée avant tout, c'est qu'il veut susciter, il veut provoquer, il veut engendrer, voilà. C'est-à-dire que la vérité n'est pas là a priori, mais on veut créer. Alors vous allez me dire, passe-moi le sel, quelle est la vérité? Ben, oui, il y a en tout cas l'idée d'engendrer du réel, hein, d'engendrer un acte. L'acte, en effet, de geste, que le sel vienne, voilà, ici pour satisfaire un besoin, un désir ou autre. Voilà. Donc le discours performatif, donc ce qu'il veut, c'est provoquer quelque chose. Et parfois, d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que le discours performatif va se heurter avec, je dirais, avec son contenu. Par exemple, quand on dit « moi, je préfère me taire », vous pensez déjà assez drôle de se passer. Expression courante, on n'entend même plus la contradiction. On dit moi je préfère me taire, au moment même où il parle. Voilà. Mais l'idée que le discours performatif, avant tout, tente de créer quelque chose. Et c'est là, évidemment, que la figure socratique, pour ceux qui connaissent un peu le personnage de Socrate, peut faire la différence, puisqu'il questionne. Il questionne, il n'affirme plus, il questionne. Et en questionnant, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il veut engendrer, créer, susciter, vérifier, voilà, clarifier, voilà, mais il y a un désir. Et c'est là que pour ça que dans la pratique philosophique, dans l'absolu, on peut le considérer comme une activité solitaire, puisque Platon nous dit que penser, c'est entrer en dialogue avec soi-même. Mais malgré tout, même en dialoguant avec soi-même, il y a de l'autre. Parce que si je dialogue avec moi-même et que je suis en harmonie ou en accord avec moi-même, eh bien, je ne dialogue pas avec moi-même. Je suis à l'unisson. Il n'y a pas de polyphonie, il n'y a pas de voix multiples. Théoriquement, pour entrer en dialogue avec soi-même, il faut bien qu'il y ait deux positions, voire deux êtres. En tout cas, quelque chose de l'ordre de la fracture. Fracture de l'être, voilà. Quelque chose qui est l'ordre de la division, autour de laquelle, ou à partir de laquelle, s'engendre une tension entre deux pôles. Voilà. Dans la consultation philosophique, est une des formes de la pratique philosophique. Alors, je suis en train de vous raconter tout ça, mais des choses que j'ai déjà entendues. Donc, je m'en ennuie à un moment donné. N'hésitez pas, vous avez une question, une objection. Voilà. Voilà. Là, je ne m'endormirai pas. Voilà. Donc, mais, oui, donc n'hésitez pas si vous lancez quelque chose. Bref, donc l'idée de ce discours performatif, c'est
de susciter, voilà, et de poser problème. Et dans l'idée de l'acte philosophique qui est au sein du discours performatif, l'idée c'est de créer problème chez autrui ou chez soi-même, si on est dans le dialogue avec soi-même. C'est de créer problème. Problème pourquoi? Parce que tout d'un coup, il y a obstacle, il y a quelque chose qui est dans le chemin. Parce que l'autre, de par le fait qu'il est autre, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de la résistance. Et c'est là d'ailleurs que le problème de complémentarité va poser carrément un problème, va poser carrément faire un obstacle à la pratique philosophique. C'est que s'il y a complémentarité, eh bien qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir une opinion et une autre, et tout ça va ensemble, et c'est formidable. Nous enrichissons de nos différences, pour prendre un terme à la mode, mais il n'y a pas, il n'y a rien de performatif, c'est uniquement comme ça, un rassemblement, un agrégat plutôt d'opinions ou d'idées diverses. Non, l'idée de la dimension performative est d'ailleurs une dimension qu'on pourrait appeler agonistique. Voilà, le terme agone, grec, on retrouve dans antagonisme, dans agonie. C'est l'idée qu'un terme de l'ordre tragique, de confrontation. Et Nietzsche nous dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de philosophie sans agone. Voilà. La philosophie, c'est pas quelque chose de sympathique, en absolu. C'est pas quelque chose qui fait plaisir. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, hier, il y avait pour une émission de télévision, la maternelle, m'interviewait une équipe qui avait été voir comme ça différentes pratiques. Ils avaient vu Isabelle avec des enfants, et puis une autre pratique avec des enfants. Et ils remarquaient qu'une différence importante dans la manière de faire, c'était qu'ils remarquaient que Isabelle disait de prenez à rebrousse-poil les enfants, alors qu'une autre pratique qu'ils avaient examinée, au contraire, on voyait que ça cherchait avant tout à faire plaisir. Voilà. Alors là se pose justement la question de la nature de l'exercice philosophique. Est-ce qu'en effet il est là pour que une conversation, qu'on se fasse plaisir ou autre, ou est-ce qu'il est là pour poser problème avec toute la radicalité du problème? Voilà. Donc l'idée qu'il y ait quelque chose de performance, au sens là, non pas au sens habituel du terme, qui est d'impressionner autrui, mais pour qu'il y ait une opération performative, il faut bien poser problème, et de ce point de vue-là, chercher le problème. Je dirais même plus, il faut aimer le problème. Or, s'il y a bien quelque chose qui est inhumain, c'est bien le problème. En général, l'être humain n'aime pas le problème. Il n'aime pas les problèmes. Et d'ailleurs, pour ceux qui mènent des pratiques philosophiques, ils ont sans doute l'habitude, quand ils demandent « Voyez-vous le problème ?» à quelqu'un, quelque chose se passe, et les gens répondront « Mais j'ai pas de problème. » Ou « Il n'y a pas de problème. » Voilà. Et on dit « Mais pourtant quelque chose là, le bas blesse. » Oui, mais ce n'est pas un problème. Comme si l'idée de problème, il fallait s'en dédouaner. Comme s'il y avait quelque chose de non politiquement correct si on avait un problème. En gros, il faut être, entre guillemets, je suis bien dans mes pompes, tout va bien. Comme ce comique là, son nom là, tout va bien, voilà. Comme une espèce d'idée de nier le problème. Alors que, justement, sur le plan philosophique, l'existence humaine est un problème. Enfin, j'espère que je choque personne en disant ça. Il y a une intuition du philosophe Schiller qui veut dire les dieux sont dans l'infini, les hommes sont dans le fini, les animaux sont dans le fini, mais pourquoi l'existence humaine est un problème? Parce que justement, il a cette tension permanente entre le fini et l'infini. C'est-à-dire qu'à la fois, il est dans un être fini, mortel, fragile, imparfait, et en même temps, cadeau terrible, empoisonné, il est capable de concevoir l'infini. Il est capable de concevoir la perfection. Il en a une représentation. Et donc, c'est à cause de ce qui crée son malheur. C'est-à-dire que s'il n'était que dans le fini, voilà, je suis comme je suis, un point c'est tout. Mais en permanence, il a ce fantôme de l'absolu, de l'infini, de la perfection qui le hante, à partir duquel il se regarde de manière plus ou moins réconciliée. D'ailleurs, donc, la pratique philosophique, c'est justement d'accepter de voir et de se réconcilier avec cette dimension agonistique, avec cette dimension de tension. Voilà, d'accepter de le voir.
Et la fonction du discours performatif, c'est justement de travailler ce problème, de l'engendrer, de le créer, de le souligner, de le comprendre. Résoudre, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Résoudre le problème de la mortalité, est-ce que ça se résout? Peut-être que non, certains peuvent vous dire, ben oui, c'est résolu parce que, reprendre un terme à la mode, ce n'est qu'un passage, voilà, enfin, passage ou pas passage, il est quelque peu angoissant, voilà. Donc l'idée, c'est qu'à travers cette opération performative, on puisse justement se réconcilier avec le concept de problème. Voilà. Voilà en un premier temps déjà cette distinction entre descriptif et performatif. Voilà. Est-ce que, avant que je voulais passer à autre chose, il y avait un lien avec sous un autre angle, est-ce qu'il y a une question, un commentaire, quelque chose qui vous pose problème? Voilà. Dites. Vas-y. Enfin, je ne sais pas si c'est le moment de poser. Regarde, juste ça. Je ne sais pas si c'est le moment de poser. Non, mais alors, tu vois, c'est préambule. C'est drôle parce que ça, c'est justement la dimension performative. C'est que bien souvent, tout est dans le préambule. Et presque, tu vois, la suite est presque sans importance. Tu ne sais pas si c'est le moment. Ça va? Oui. C'est bien ça. Oui. D'ailleurs, les Grecs avaient un mot pour ça. Il appelait le kairos, le moment opportun. Ce qui distingue d'ailleurs Platon, le politique et le philosophe, parce que le philosophe, il n'a pas de kairos. Le temps n'existe pas, mais le politique, il y a le choix. Alors tu as un doute sur le moment, c'est ça? Oui. Et tu sais pourquoi tu as un doute sur ce moment? Non. Non. Donc ce doute n'a rien à voir avec le moment, il a à voir avec le collettisme. J'ai malheur de savoir. Ça va avec le collettisme. Le doute n'est pas sur l'objet lui-même d'intervenir, mais c'est un doute général, distanciel. Ça va? C'est ça? Voilà, donc la première chose, vous voyez, tout ça, on rencontre quelqu'un, la première chose, c'est de voir qui il y a en face. Voilà. Donc, mis à part ce qui s'appelle Colette, j'ai dit, ah, voilà, dès cette première phrase, je sais, ici, la parole part à partir du doute. D'emblée, je dis, carte de visite, je doute. Donc, je suis de cette preuve des cartes. Cette preuve existe. Bien. Alors, que nous dit maintenant ce doute? À partir de que demande-t-il? Donc, le côté agonistique n'est-il pas gênant avec les enfants? On connaît des générations de gens qui disent je déteste les maths parce que j'ai eu un prof de maths qui m'a fait détester les maths. Est-ce qu'on ne risque pas de faire détester la philosophie parce que chez les enfants? Parce que c'est vrai que les enfants acceptent ce maths d'être bousculés. Alors, est-ce que tu veux maintenant le résumer en une phrase, ça? Mais est-ce que le côté agonistique ne risque pas de dégoûter les enfants de la philosophie? D'accord. Maintenant, dans ta question, est-ce qu'on voit qu'il y a déjà un parti pris? Ou non? Une crainte. Je te demande, oui, s'il y a une crainte, c'est bien un parti pris dans une bon, crainte. Ça va? Oui. Oui. Donc, si on te demandait tout de suite déjà toi de répondre si c'est oui ou si c'est non, tu dirais, d'après ta crainte, que dit-elle? Oui. Oui, voilà. Donc, à nouveau, voilà. En tout cas, là, il n'y a plus de doute. Où il y a du doute, mais il vient après le fait que, pour l'instant, pour toi, il y aurait l'idée que, en effet, ça va dégoûter l'enfant de la philosophie. Ça va? Oui. Ah, très bien, voilà. Et là, pour te montrer que c'était tout à fait approprié, eh bien, je vais passer à la deuxième étape, parce que, justement, tu réponds à la question, et ce que je voulais introduire maintenant, c'est le concept de jeu. C'est le concept de jeu comme, je dirais, modalité pour se réconcilier avec le concept de problème. Voilà, c'est la dimension du jeu. Alors, l'idée du jeu, justement, c'est que dans le jeu, un jeu pose problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jeu. Et d'ailleurs, il y a une distinction intéressante en anglais, quand on utilise souvent, quand on traite le problème du concept de jeu, parce que c'est une distinction qu'on ne fait pas en français, et que l'on fait en anglais, avec les deux mots anglais qui sont play and game. Play. Voilà, play and game. Dans le concept de play, de jeu au sens de play, c'est le jeu comme on peut considérer l'enfant, par exemple, qui va prendre des petits objets qu'on lui offre, il va les manger, il va les il va les jeter, il va faire ça, il va
C'est-à-dire que ce qu'on pourrait dire comme ça, en gros, c'est que les problèmes restent à leur minimum. Hein. Pourquoi? Parce que les règles restent à leur minimum. Donc playing, c'est comme on joue voilà, avec différentes choses sans tellement avoir d'exigence. Et puis après, il y a ce qu'on pourrait appeler une autre étape, parce que chronologiquement, on peut dire chez l'être humain, c'est ainsi que ça se passe. Après, on passe à un autre concept, qui est le concept de game. Alors game, on va l'utiliser en anglais, donc, par exemple, jouer aux cartes, hein, bien aux échecs, hein, bien un jeu de société. C'est-à-dire que là, on passe à un autre niveau où il y a des règles, où il y a de l'autre, hein, où le niveau d'exigence va être accru. Voilà. Et là, je peux dire ce qui me semble un concept intéressant dans ce qu'on pourrait appeler l'éducation philosophique liée au niveau à cette dimension performative, eh bien, ça va être passer justement, ce play qui existe déjà, hein, passer au game, c'est-à-dire apprendre à jouer. Voilà, apprendre à jouer. Le jeu comme fonction éducative. Et d'ailleurs, il me semble, personnellement, on me demande, mais pourquoi faites-vous de la philosophie? J'aime bien dire, parce que c'est amusant. Parce qu'il y a quelque chose, justement, hein, de l'ordre de l'exercice d'un pouvoir, par exemple, dans la dimension philosophique, que l'on veut apprendre à l'enfant, à travers le questionnement. Alors là, c'est là que le pouvoir, c'est un autre mot qui n'est pas très à la mode, hein, qui n'est pas très bien vu. Mais, alors on va prendre pouvoir et puissance pour l'instant en même temps, même si après on peut effectuer des distinctions, on va le prendre un peu dans le même ordre de pensée. Pour Platon, c'est une idée qu'il émet, à un moment donné, que la forme première de l'être, hein, c'est la puissance. Voilà, la forme de l'être, première de l'être est la puissance. Ce qui est a une puissance, ce qui est a une capacité et une efficacité d'action sur ce qui est. Voilà. Autrement dit, ce qui n'aurait aucune capacité d'action sur autre chose, ben, n'existerait pas. Hein, et que tout ce qui est se manifeste justement par l'exercice d'un pouvoir sur ce qu'il y a d'autre, sur ce qui l'entoure. Voilà. Mais ça se manifeste tout simplement parce que cette chaise est, parce qu'elle a le pouvoir d'exclure dans son espace d'autres chaises. Voilà. Hein, le pouvoir de cette chaise, pour prendre un exemple, bien c'est d'exclure d'autres chaises. Si toute chaise veut prendre la place de cette chaise, il va voir qu'elle résiste. Hein, elle va faire du bruit, là, bien entendu, du bruit, elle n'est pas contente, hein, si vous voulez. Elle empêche, il faut faire un effort, voilà. Hein. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'être, de l'existence, est de l'ordre du pouvoir. Or, quand on fait par exemple un travail avec les enfants, je pensais l'autre jour, parce que bon, on était dans une école, où on fait un exercice, je ne sais plus quel était l'exercice philosophique particulier, c'était des élèves de 11-12 ans, et puis il y avait une petite fille, jeune fille, je ne sais pas, mais qui pour elle, ce qui était le jeu, c'était toujours de lever la main. Elle avait un grand sourire quand elle levait la main, en gros, c'était ça. Cette fille-là, elle était dans le play, hein, à dire « je suis là, regardez-moi, comme je suis mignonne », voilà. Hein, et le jeu, c'était d'attirer mon attention, hein, comme si j'étais son papa, ou voilà. Je suis là, elle était très contente. Hein. Puis elle m'a fait ça, c'est assez simple à dire, 1 heure. Et alors, régulièrement, je me disais, ben non, on n'est pas dans le play, on est dans le game. Il s'agit d'écouter les autres, de pouvoir entendre, de pouvoir analyser ce qu'ils disent, de pouvoir critiquer, de pouvoir répondre. Mais non, elle était dans ce schéma uniquement, hein, du play, du jeu, de dire, je joue un jeu de perception. Alors, je vais vous prendre un autre exemple, je reviens parce que je pensais à cette interview hier, sur la question du pourquoi. Par exemple, la question du pourquoi, ceux qui ont eu des enfants ou qui ont des enfants de 4-5 ans connaissent le pourquoi compulsif. Un enfant demande pourquoi, n'importe quoi, vous lui répondez, il demande encore pourquoi. Et puis encore pourquoi. Voilà. Et c'est là que je propose aux parents ou aux éducateurs qui ont cet enfant qui fait cela, 2 possibilités. La première, si un enfant demande pourquoi, quoi que ce soit, bien plutôt de lui répondre, demandez-lui à ce qu'il réponde par lui-même. Et s'il dit je ne sais pas, ben lui t'invente. Parce qu'on va l'apprendre justement, l'apprendre à créer des hypothèses, à énoncer des hypothèses, hein, à aller chercher dans sa pensée, et au lieu d'attendre que le problème soit résolu, hein, que lui-même se réconcilie avec le problème,
en rentrant en plein pied dans le problème et en fournissant l'hypothèse. Alors au début, ça peut susciter beaucoup de crainte. Il va falloir le réconcilier. On dit, je ne sais pas comment marche la voiture, et ben, je ne sais pas, faut que tu trouves. Alors, je ne sais pas, il y a des petits bonhommes qui poussent, peu importe ce que c'est. Hein. Et lui dire, tu inventes, tu crées. Donc là, il y a une première éducation à faire. Puis une seconde, dire, une fois que tu as dit qu'il y avait des petits bonhommes qui poussent, on va aller regarder dans la voiture si on trouve ces petits bonhommes. Si on ne les trouve pas, bah alors ils sont où? Ou ils sont invisibles, ou qu'est-ce qui manque? Voilà. Donc on va éduquer l'enfant à ça. Une deuxième possibilité, c'est qu'une fois qu'on a répondu, l'adulte a répondu pourquoi à l'enfant une première fois, que l'enfant redemande pourquoi, lui demander quelle était ma première réponse. Parce que s'il n'a pas entendu, compris ou retenu la première réponse, ça veut dire qu'il ne demande pas pourquoi, il veut juste attirer votre attention. Donc il est là, il est dans le niveau, bas, il est dans le play, et vous voulez l'inviter à rentrer dans un jeu déjà plus sophistiqué, où il ne s'agit pas simplement d'attirer l'attention, mais il s'agit bien d'engager un dialogue, une discussion, une réflexion, disant, si tu veux demander pourquoi, déjà il faut avoir compris la première réponse. Sinon ça ne rime à rien de demander à nouveau pourquoi. C'est simplement d'un jeu relationnel. Or, quand on le fait avec les adultes, on a le même problème. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut poser une question ou dire quelque chose, eh bien, il voudrait en rester à un schéma relationnel, plus sophistiqué, mais de reconnaissance mutuelle. Vous voyez, on voit dans les conférences, monsieur le professeur, que pensez-vous d'eux? Monsieur le professeur n'a même pas compris la question parce qu'elle durait 5 minutes. C'est pas grave, il va dire, voilà, on joue un rôle. Hein. C'est là d'ailleurs qu'intervient ce que la mauvaise foi, parce que le jeu après prend différentes formes, mais la mauvaise foi selon Sartre, qui vous décrit ce garçon de café, qui joue au garçon de café. Il dit ce geste appuyé, cette précipitation, il joue au garçon de café. Et ne parlons pas je dirais des professeurs qui jouent aux professeurs, des hommes politiques qui jouent à l'homme politique, des parents qui jouent aux parents. Les parents pour qui, voilà, ce papa ou cette maman pour qui on voit, tout est là. Regardez bien, je suis parent. Donc l'idée là, à nouveau, c'est qu'on est dans un espace de jeu plus allez, appelons-le plus primaire, dans les étapes fait Piaget justement de l'éducation au jeu, il montre ces étapes, où, voilà. Je me rappelle, je vais le noter parce que je ne me rappelle pas, j'ai oublié de dire, je trouve assez intéressant, si je peux les retrouver comme étape d'éducation au jeu. Voilà, au début, il y a un jeu sur les objets, où on cogne, on déplace, on mord, on goûte, voilà, c'est très lié au sens au niveau le plus primaire. Dans une deuxième étape, il y a les objets symboles, où on va aussi commencer à raconter des histoires, on peut faire parler les objets, voilà. Dans une troisième étape, il y a une dimension sociale. On tient compte, là on commence à tenir compte de la présence d'autrui. D'ailleurs, je rappelle au début, quand il avait un ballon, il voulait garder le ballon dans les mains. Voilà, c'était vraiment la possession de l'objet, je le tiens. Et puis après, grandir, c'était apprendre à dire, non, le ballon, c'est pas juste fait pour le tenir, pour le caresser, tu le lances à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas évident, je sais pas, vous vous rendez compte, il faut donner, il faut abandonner ce ballon et le lancer à quelqu'un d'autre. Dieu sait ce qui va se passer, ce ballon va peut-être disparaître, d'ailleurs, voilà, vous y tenez. Qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Alors il faut apprendre à connaître autrui, à faire confiance à autrui. Et c'est un vrai problème, c'est terrible ce problème. Imaginez, ce pauvre enfant, d'un coup qui a son ballon, qu'il est si fier qu'il a eu pour son anniversaire, et tout d'un coup il doit faire confiance à quelqu'un d'autre en lui envoyant. Allez savoir, l'autre, il n'y a rien de plus terrible, de plus mystérieux, de plus menaçant, il faudrait lui faire confiance. Bien, justement, ça fait partie de l'apprentissage, et justement de tenir compte, de reconnaître et d'accepter à la fois la présence d'autrui, mais aussi les exigences d'autrui. Autrui est une exigence, parce qu'autrui a un pouvoir. Que ce soit celui de confisquer le ballon ou de vous le renvoyer ou autre. Voilà. Et puis une quatrième étape, qui serait là plus la compréhension des règles formelles, plus abstraites. Au début, l'enfant qui a le jeu d'échecs, ce qui est amusant peut-être, c'est de jeter les pièces du jeu d'échecs. Mais en grandissant, on va apprendre qu'il y a plus amusant que de jeter les pièces du jeu d'échecs, c'est d'apprendre les règles et puis d'essayer d'appliquer les règles. D'ailleurs, il y a un problème intéressant qui se pose, c'est le rapport justement aux règles. Parce qu'il y a, dans certaines conceptions, l'idée que tricher fasse.
Hein, est-ce que tricher fait partie du règle ou pas? Voilà. Alors celui justement qui veut rester dans le play, il va, alors après tu vas dire que tricher peut être extrêmement sophistiqué, mais en gros, hein, je vais essayer de ne pas suivre les règles. Justement, de simplifier la tâche, ça va même être rigolo. Il y en a qui trichent ouvertement, en disant, oh, comme c'est mignon, comme c'est adorable. Ou bien, je vais accepter l'exigence formelle et abstraite des règles pour jouer. Donc, tout ça, détour un peu long, et pour dire que, en effet, hein, la règle qui est impliquée dans le game, les contraintes et les exigences posées par le problème peuvent être quelque chose qui est de l'ordre du tragique. Mais c'est là que cette dimension je dirais, du jeu permet, hein, dans la pratique, enfin, ensemble, on joue beaucoup cette dimension ludique, hein, de la philosophie, qui justement se réconcilier, je dirais, à la dimension problématique ou tragique du philosophé, à travers cette question ludique. Et là, je voulais vous citer une idée intéressante de Schiller, hein, ce philosophe, donc, dramaturge et poète allemand, sur l'idée justement de ce qu'il appelle l'instinct de jeu. Et pour lui, il y a deux instincts, hein. Il y a ce qu'il appelle, enfin deux instincts déjà de base, un ce qu'il appelle l'instinct sensible, hein, c'est le désir, la perception, quelque chose de l'ordre de l'immédiateté, du sensible, que connaît l'enfance, que nous connaissons tous. Après, donc il y a un instinct qu'il appelle plus idéaliste, hein, qu'il appelle l'instinct formel, hein, c'est le désir intellectuel de catégoriser, hein, de connaître des schémas, voilà, hein, et puis de toucher à d'unifier comme ça le monde, de l'organiser. Et puis il y a ce qu'il appelle l'instinct de jeu, voilà, hein, qui pour lui justement l'idée, il dit c'est un instinct qui pousserait à agir sans autre fin que le plaisir d'agir, hein, en invitant une action qui vaut par elle-même et qui n'aliène pas la liberté en le soumettant aux contraintes du réel. Voilà. Donc c'est à la fois quelque chose où il y a à la fois de l'immédiateté, et le réel y a l'immédiateté, en même temps les formalismes, je dirais, de la pensée, mais une espèce de jeu entre les deux. Voilà. Or, pour ceux qui connaissent, qui sont impliqués dans la pratique philosophique, c'est une chose tout à fait que l'on rencontre, cette espèce de va-et-vient, de navette, bon, la pédarmonisation si on veut, entre l'individu, hein, dans sa singularité, dans ce qu'il peut avoir de plus radicalement singulier, et puis justement des schémas généraux, archétypaux, contextes et autres. D'ailleurs, clairement, je pense que c'est là que se trouve le dialogue le plus fondamental, hein, sur le plan philosophique, entre ce qu'on peut appeler le singulier et l'universel, tout simplement. Et que dans la pratique philosophique, hein, dans le côté performatif, hein, de la pratique philosophique, justement, un des premiers dialogues, des premières confrontations qui va s'instaurer, c'est celle-là. C'est celle qui fait que quand quelqu'un vous dit, comme par exemple tout à l'heure Colette me dit, hein, je ne sais pas si c'est le bon moment, on prend cette phrase et puis on dit, mais à l'aune de l'universel, qu'est-ce qu'elle indique? Et c'est là que Colette joue le jeu en disant, oui, en effet, examinons, mais que si on ne veut pas faire ça, que va-t-on faire? Schéma tout à fait typique, on va commencer par se défendre. Ou en disant, non mais, c'est pas ça que je voulais dire. C'est du grand schéma classique. C'est-à-dire qu'on veut nier, on veut occulter, hein, cette parole qui a émergé, hein, en la défendant sous des intentions, des désidérata, mais en fait qui expriment des craintes plus qu'autre chose. Et c'est là que cette dimension ludique, justement, peut se réconcilier, parce que, tout comme pas l'accident, si le théâtre en Grèce est né un peu avec la philosophie, tout comme dans la forme théâtrale, hein, il y a cette dimension cathartique qui permet à la fois de purger les émotions, comme disait Aristote, mais aussi de se distancier, hein, parce que c'est ça qu'il y a dans la dimension du jeu. Hein. Que trouve-t-on dans la dimension du jeu, hein? Et là, j'avais trouvé fabriqué une définition comme ça, qui serait, un jeu serait une action ou activité volontaire
accompli dans certaines limites fixées de temps et de lieu. C'est là que le concept de game est important. C'est accepter les exigences de la limite. Par exemple, pourquoi dans le jeu d'échecs, chaque pièce serait déterminée par des modalités de déplacement spécifiques, dans un cadre spécifique, tout comme la plupart des jeux ont toujours des limites. Donc là, c'est se réconcilier avec la finitude, dont en même temps, pourtant, la raison d'être dans la conscience du joueur, c'est le plaisir qu'il y trouve. Donc l'idée qu'on puisse trouver plaisir à cette confrontation entre liberté et nécessité. Voilà. Et c'est là qu'en effet, il s'agit bien d'éduquer. Et que, bien sûr que ça pose problème. Ça pose problème à l'enfant comme à l'adulte. Tout d'un coup, cette confrontation à une nécessité qui, a priori, inhibe ou limite, ou je dirais, en tout cas, parasite la liberté, mais justement apprendre comment, dans ce concept de contrainte et de nécessité, on peut justement avoir l'exercice de la liberté. Et là, c'est là que le dialogue avec autrui, cette dimension performative de la pratique philosophique, devient fondamentale. Parce que pour ceux qui mènent une pratique philosophique, une des premières choses qu'on voit, qu'on devient conscient au début, c'est qu'en général, quand vous posez une question à autrui, il ne vous répond pas. Il répond, il dit quelque chose, mais il y a un décalage entre ce que vous demandez et ce qu'il répond. Alors revenons à l'idée de pouvoir ou de puissance, c'est là que le sophiste dit à Socrate qui lui pose une question, mais pourquoi je répondrai à ta question? Pourquoi? Qui es-tu? Quelle est ton autorité pour que je réponde à ta question? Et là, Socrate fait ce joli tour de passe-passe, comme il sait si bien faire, en disant, bien si tu veux, alors toi, pose-moi des questions et je répondrai à tes questions. Mais si vous le faites, vous verrez, comme chez Platon, que l'autre n'a pas de questions à vous poser. Celui qui ne veut pas répondre à vos questions, en général, n'aura pas de questions à vous poser. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'en fait, il ne veut pas d'autrui. Autrui est une menace. Je ne veux pas d'autrui. Il n'aura pas. Il n'est pas intéressé. Parce que c'est ça la condition fondamentale du questionnement socratique, c'est de vouloir connaître la vérité à travers l'autre. C'est que l'autre est une condition, justement, de l'accès à la vérité. On peut se demander, mais pourquoi Socrate questionne-t-il ainsi? Que fait-il? Est-ce qu'il est sadique? Est-ce qu'il n'a rien à faire? Est-ce qu'il veut faire œuvre pédagogique? Est-ce qu'il veut sauver ses concitoyens? Bien, personnellement, après des années en examinant ce personnage, non, simplement, il est convaincu. Alors c'est un peu hystérique de sa part, on peut dire, mais il est convaincu que la vérité passe par l'autre. C'est là qu'il agira comme décrit comme une femme amoureuse, qui veut justement, voilà, qui veut absolument, qui est convaincu que c'est là que tout se trouve. Il va dire, mais en effet, il y a un côté obsessionnel. Pourquoi il ne le lâche pas? Pourquoi il ne le lâche pas? À tel point qu'il va susciter de la colère, de la violence. Il va même tuer pour avoir mené ce type d'opération. Mais c'est là d'ailleurs que, chez Socrate aussi, on voit cette dimension ludique, où il tente de créer quelque chose de l'ordre du jeu pour que la performance puisse s'effectuer. Bon. Oui. Je me permets de vous poser une question, j'espère que vous allez me répondre. Alors tenez, on va prendre ça. Regardez. Non, rajoutez pas, regardez bien. Je me permets déjà de vous poser une question. C'est pas magnifique ça? Ah non, mais regardez. Alors regardez bien, juste comme ça, pour vous embêter. Le prénom c'est Clara. Clara, quand quelqu'un dit je me permets de poser une question. Quel est le positionnement existentiel dans lequel s'est installée Sarah? Clara. Oui, quel est-il? Eh bien, regardez, il y a quelqu'un qui vous dit je me permets de poser une question. Qu'est-ce que déjà on annonce sur la carte de visite à votre avis? Vous avez une idée ou pas du tout? A priori, non. Non. Ah ben voilà, vous voudrez savoir? Oui, bien sûr. Eh ben, vous demandez à tout le monde qui sait qu'est-ce que j'annonce en disant ça. Demandez-le, vous allez voir, c'est une question rigolote, enfin, j'espère. Demandez qu'est-ce que j'annonce en disant ça. Alors, qu'est-ce que j'annonce? Alors, qui a une idée? Vous levez la main. C'est une hypothèse. Alors, regardez autour. Il y a quelques mains levées. Alors, je vous tendre un peu le cou. Et vous dites à quelqu'un, qu'est-ce que vous voyez dans ce que j'ai dit? Regardez les mains levées. Vous en voyez une? Vous les voyez? Oui, Le voisin. Alors, demandez-lui, qu'est-ce que vous voyez dans ce que j'ai dit? Demandez-lui.
Qu'est-ce que vous voyez dans ce sujet? Je vois l'anxiété. L'anxiété. Tu peux expliquer pourquoi? Oui, parce que elle prend des pincettes pour faire quelque chose de assez banal. Elle prend des pincettes pour faire quelque chose de banal, donc il y aurait de l'anxiété. Ça vous parle ou non? Vous pensez qu'il a raison ou qu'il a tort? Oui, il a raison. Il va être content, il a tort. C'est une tête sur la bonne voie. Ah non, mais c'est plus la bonne voie. Attendez, il y a du chemin à faire là. Vous vous rendez compte de quoi il était content, il avait raison, mais il n'est plus que sur la bonne voie. Vous prenez des pincettes à nouveau là, hein, vous le voyez? Voilà. Et regardez, maintenant vous le voyez ce qu'il dit. Mais tout à l'heure, est-ce que c'est que vous ne le voyez pas ou que vous ne vouliez pas le voir? C'est lequel des deux? Le deuxième, vous ne vouliez pas le voir, voilà. Hein. Et là, on est tout à fait au cœur de notre affaire. Hein. C'est Socrate, c'est le principe du miroir. Il tend le miroir. Or, il tend le miroir devant quoi? Non pas des choses que nous ne savons pas. C'est là la mauvaise foi est très intéressant, le concept de mauvaise foi. Ça n'a rien. Ce n'est pas des choses qu'on ne sait pas. On les sait. Mais à force de ne pas vouloir les savoir, on ne les sait pas. Et c'est là d'ailleurs qu'il critique le schéma freudien. Hein. Il refuse l'idée qu'il y ait une sorte de lieu comme ça, inaccessible. Non, on y a accès. Et je vais vous dire, si jamais vous n'y avez pas accès à titre personnel, vos voisins vont vous assurer que vous y aurez accès. Ils vont vous le dire, vos collègues de travail, vos conjoints, vos enfants peuvent vous assurer. D'ailleurs, souvent, on m'amuse dans la pratique philosophique, on fait une consultation, quelque chose apparaît, je dis, vous ne saviez pas? Oui, non, je dis, mais il n'y a pas quelqu'un qui vous l'a dit? Bien souvent, oui, mais pas en ces termes-là. Je dis, peu importe. Hein. En général, l'autre se charge bien, c'est pour ça qu'il est l'enfer, comme dit Sartre. L'enfer, c'est les autres. Il se charge bien, en général, de vous le montrer. Mais en général, on le sait, mais sans le savoir. Ça va? J'ai quand même posé ma question. Alors, regardez bien. Et celle-là, c'est pas mal non plus. Je vais quand même poser ma question. Alors, regardez, moi j'adore ce quand même. Vous voyez, il n'est pas beau ce quand même? Vous savez ce qu'il indique ce quand même? Je demande à mon voisin. Non, bah, surprenez non plus. Il va vouloir changer de place. Surprenez. Il a des limites. Non, mais, vous voyez, juste, parce que souvent, évidemment, ce quand même, quand vous avez voulu parler, je dirais, votre intention ne portait pas sur ce quand même, c'était pas ça l'essentiel, on est d'accord? Oui. Mais pourquoi est-il intéressant? C'est parce que ce quand même, il structure. J'adore par les connecteurs, les adverbes. Hein, il y a tellement de choses qui sont là, plus que souvent dans l'intention plus fine. Parce que justement, ils ne sont pas ce qu'on a voulu dire, mais ils structurent ce qu'on a dit. Tiens, qui a une idée sur ce quand même? Hein? Allez, qui a une idée sur quand même? Alors levez la main, vous regardez autour, voilà, et vous demandez que veut dire ce quand même? Isabelle, alors vous demandez que veut dire ce quand même? Ce quand même manifeste un certain agacement. Voilà. Alors, est-ce que quand même indique de l'agacement? Pas vraiment. Alors, pas vraiment. Et regardez ça, pas vraiment. Regardez, vous voyez? Et là, on commence à voir une manière de fonctionner. Voilà, hein, pas vraiment. Veux-tu m'épouser, Juliette, demande Roméo? Pas vraiment. Est-ce qu'on voit d'un coup la lourdeur de ce pas vraiment? Voilà, hein? En général, quand quelqu'un utilise quand même, il exprime plutôt le bonheur ou plutôt l'agacement? L'agacement. Et vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, elle a pris la dimension purement psychologique, mais est-ce que tu saurais dire dans le quand même, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit hein, quand même, au-delà simplement de l'aspect émotionnel? Que veut dire quand même? Quand même, ça veut dire, bon, c'est bon, je vous ai écouté, mais laissez-moi poser ma question. Oui, pas là. Quand même en général, qu'indique le quand même? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu saurais dire ou non? Je vais le faire même si ça ne vous plaît pas. Quand oui, même. Mais ça, tu es à nouveau dans l'action. Qui voudrait dire, qui indique un quand même? Tiens, regarde les mains levées, choisis quelqu'un, dis-lui, que veut dire quand même? Madame, allez-y. Moi? Oui. Non, mais que veut dire quand même? Que veut dire quand même? Qu'il y a un obstacle et que je vais quand même, le franchir. Voilà, il y a un obstacle. Hein, et cet obstacle plaît ou plaît pas? Il ne plaît pas. Il ne plaît pas. Donc, hein, et donc, on voudrait aller au-delà. Merci. Ça va? Merci. Donc, est-ce qu'on aime le problème si on dit quand même? Non. Non, on n'aime pas le problème. Quelqu'un qui dit quand même, il vous dit, vous dire c'est énorme, il vous dit, je veux pas de problème, je n'aime pas les problèmes, hein, je veux pas que ça résiste.
Ça a du sens? Juste avant. Alors là, c'est là qu'il faut prendre une grande respiration. Voilà, c'est pas mal. Non, c'est pas tellement réfléchir, je dis c'est respirer. Parce que là, on sent tout d'un coup. Vous voyez, peut-être qu'en plus vous essuyez les plats ce matin, hein, un petit peu. Et d'un coup, comment? Un gros café après. Quand même. Tout d'un coup, on se sent dépossédé, hein, de sa propre parole. Quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Mais c'est là qu'il y a un choix à faire. Soit on accepte cette dépossession en disant youpi, voyons voir ce qui va se passer, c'est l'aventure, c'est le jeu, c'est moi, ou bien on va, ou bien on dit je ne veux pas de ça, je ne supporte pas la frustration, personne ne va s'interposer entre mon désir et sa réalisation, et c'est là qu'il y a un enjeu fondamental justement, hein, chez l'enfant, chez l'adulte, de dire voilà, quelle décision va-t-on prendre? Est-ce qu'on ne supporte pas la frustration, de dire tiens, le tapis est en train d'être d'enlever de sous mes pieds, la chaise sous mes fesses, mais est-ce que je veux bien essayer de voir ce qui se passe? Vous voyez là le choix terrible qu'il y a à faire? S'il vous plaît? Tout à fait, voilà. C'est là qu'il y a des tout à fait qui sont terribles. Alors, ceci dit, vous aviez une question, c'est ça? Alors, alors, attention, on va pas vous stresser. Alors, quelle est votre question? Tiens, je vais faire autrement. Quel est le premier mot de votre question? Quelle différence? Écoutez bien. C'est là qu'il faut faire très attention. C'est autrui n'est pas là pour décorer. Autrui est là pour me créer une exigence, vous voyez, pas pour décorer. Parce que je vous demande le premier mot, déjà j'en ai 3. Vous avez remarqué? Et là, vous me chipotez sur la quantité. Hein? L'important, c'est qu'il y en ait 3 ou 2, c'est que ça soit pas, que ça ne satisfasse pas l'exigence. Qu'est-ce qui est important? Voilà. Vous connaissez des personnes qui vont vous chipoter sur le détail pour ne pas toucher à l'essence. Hein? Je pense à l'idée d'Aristote d'aller à l'essentiel et laisser tomber l'accidentel. Alors, on commence. Quel est le premier mot de la question? Quel? Ah ben c'est pas mal, ça ressemble en effet à une question. Allez-y maintenant, quelle est la question? Quelle différence vous faites entre psychologie et philosophie? Bien. Elle vous plaît cette question? Oui. Mais regardez bien, tu vois, Roméo demande à Juliette, veux-tu m'épouser? Oui. Est-ce qu'on voit quelque chose qui est de l'ordre du non-oui, dans le oui? Là, vous voyez l'impureté du oui. Alors pourquoi y a-t-il... Moi je demande tout simplement si votre question vous plaît. C'est pas idiot comme question entre nous. Votre question vous plaît-elle? C'est pas idiot ou non? Non, c'est intelligent. Oui, non? Oui. Vous, souvent, quand on pose une question à quelqu'un, la personne vous répond, est-ce que ta question te plaît? Vous avez souvent vu ça? Non. Alors, de deux choses l'une, soit c'est complètement idiot et personne ne le fait, soit c'est tellement brillant que personne n'y a jamais pensé. Ça serait plutôt lequel des deux? Vous prenez quoi dans les deux? Mais je vois que le rire là était indicatif. Hein? Vous imaginez, chaque fois que quelqu'un posait une question à un autre, l'autre dirait, elle te plaît ta question ou pas? Ça, hein, vous verriez un petit peu ce que ça pourrait susciter. Donc c'est idiot ou non? Non. C'est très intelligent. Et quelle est l'intelligence de cette question? D'accord. Faire ça sur quelqu'un d'autre. D'accord. Donc ça veut dire, ça va. Vous atteignez votre limite. Oui. Voilà. Et pourtant, une consultation philosophique, ça dure 1 heure. Et là, on a fait, allez, 5 minutes 37 secondes. Une consultation philosophique, je suis Est-ce que vous aimez bien chipoter? Oui. Voilà. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, on arrête. Voilà. Juste, on prend ça. Hein, on réfléchit. Et non, je dois quand même répondre à ça. Non, très souvent, on fera peut-être ce week-end, je ne sais pas si quelqu'un veut, on fait une consultation philosophique et non, il y a 250 personnes autour, peu importe. C'est pas justement. Peut-être d'ailleurs ça commence à répondre à votre question sur la différence entre psychologique et philosophique. Voilà. Hein. Mais histoire de quand même, vous avez bien travaillé, on va quand même un minimum récompenser vos efforts. Est-ce que quelqu'un voudrait donner une réponse? C'est clair. C'est clair. Donner une réponse à Clara qui est désespérée de voir la différence entre psychologie et philosophie. Il y a une personne qui veut bien essayer. Deux. Vous avez quelques... Alors, il en faut la main franchement, sans faire de grimace. Regardez autour. Quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Tu lèves ou tu ne lèves pas?
Pourquoi tu veux que tu rebaisses tout de suite? Moi j'adore. Parce qu'en classe on le voit tout le temps. Hein. J'appelle ça la gymnastique. Pourquoi tu fais ça? Tu as peur et tu es animé par la peur. Donc nous avons une peureuse parmi nous, ça va? D'accord, réglé, comme ça on commence à se connaître. Voilà. Alors, ceux qui vont lever la main, ils comptent jusqu'à 3, et franchement, ils ne font pas les marionnettes, ça rend nerveux. Alors, qui a une réponse pour Clara? Levez la main, voilà. Alors regardez autour, trouvez quelqu'un qui n'a pas parlé, dit quelle est la différence entre psychologie et philosophie? Alors, monsieur, au fond, quelle est la différence entre psychologie et philosophie? C'est exactement la même chose. Alors, est-ce qu'il a répondu à votre question? Non. Non. Alors, regardez le problème intéressant. Quelqu'un demande à quelqu'un d'autre quelle est la différence entre A et B. Et la personne répond A et B sont strictement équivalents. D'après vous, ça ne répond pas à la question. Ça va? On est d'accord, hein? Et ça, c'est un problème. Regardez comme d'une simple, allez, je vais risquer toute bête question d'une personne à une autre, tout d'un coup surgit un enjeu épistémologique extrêmement important, intéressant. Alors, petit sondage, histoire de voir qui est réveillé et qui ne l'est pas. Je répète pour ceux qui n'ont pas suivi, si on se réveille, attention, je vais vous demander aux uns et aux autres de trancher en levant la main dans le cas où non. Quelqu'un demande à quelqu'un d'autre, une personne demande à quelqu'un d'autre, quelle est la différence entre A et B? La personne répond, A et B sont strictement équivalents. Voilà. Qui est d'accord avec Clara que ça ne répond pas à la question, levez la main. Alors, levez, voilà. Baissez la main. Qui pense que ça répond à la question, levez la main. Alors, gardez la main levée, voilà, vous n'allez pas. Trouvez quelqu'un qui lève la main qui n'a pas parlé, regardez autour. Et vous demandez à quelqu'un, pourquoi dites-vous que ça répond? Alors, monsieur, pourquoi dites-vous que ça répond à la question? Parce que je n'arrive pas à... Vous pouvez vous arrêter là? Non, vous pouvez juste répéter ce que vous venez de dire à l'instant. Parce que je n'arrive pas. Mais dites-moi, quand quelqu'un n'arrive pas à quelque chose, comment ça s'appelle ça? Trouvez un concept. Quelqu'un n'arrive pas à. Comment on peut appeler ça? Vous avez un mot? Vous n'avez pas de mot, dites j'ai pas de mot. Hein. Si vous n'y arrivez pas, dites j'y arrive pas. Voilà. Alors regardez. Qui a un concept pour je n'arrive pas à? Comment appelle-t-on ça? Levez la main, regardez autour. Trouvez toujours quelqu'un qui n'a pas parlé de préférence, regardez autour. Vous regardez et vous demandez à quelqu'un comment ça s'appelle je n'arrive pas à. Comment ça s'appelle? Je n'arrive pas à... L'impuissance. De l'impuissance. Vrai ou faux? Vrai. Voilà, mais vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas. Hein? Ça vous étonne, vous ne saviez pas? Quelqu'un qui dit je n'arrive pas, c'est de l'impuissance. Ça vous étonne que vous ne saviez pas ou non? Ça ne vous étonne pas? Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Vous connaissez le mot impuissance? Oui. Alors, vous savez ce qu'il veut dire? Oui. Alors, pourquoi ça ne vous étonne pas? Parce que je sais que je suis impuissant dans beaucoup de domaines. D'accord, mais là, dans ce domaine-là, vous connaissez le mot. Je connais le mot, oui. Et vous savez ce qu'il veut dire. Oui. Alors, pourquoi là, vous auriez été impuissant? Vous ne savez pas. Je sais pas. Parce que, vous voyez le joli problème, hein? Là, on n'est pas dans un domaine où, justement, où vous seriez impuissant, puisque vous savez, vous avez. Ça va? Qui a votre prénom? Pierre. Pierre. Qui a une idée de pourquoi Pierre, alors qu'il connaît le mot et en connaît le sens, pourquoi il aurait été impuissant à dire impuissant? Qui a une idée? Levez la main. Alors, regardez les mains levées. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut regarder derrière un peu, derrière, devant. Et voilà quelqu'un, quelle est votre explication? Quelle est votre explication? Vous ne voulez pas appliquer le mot impuissant à vous-même. Ça a du sens ou non? Oui. Bon, principe du miroir. Ça va? Et bien souvent, vous verrez, hein, c'est une des raisons principales de l'oubli, justement, c'est la négation. Je n'en veux pas. Et alors, vous ne connaissez pas ça dans les gens de votre entourage. Ils ignorent quelque chose simplement parce qu'ils ne veulent pas le savoir. C'est l'expression je ne veux pas le savoir? Oui. Je ne veux pas le savoir. Hein, voilà, c'est un des grands classiques. Voilà, hein. Et c'est drôle, dans les écoles, avec les enfants, on voit beaucoup. Je ne veux pas le savoir. Je dis, mais dis-le. Et si l'enseignant est là, dis à ton enseignant que tu ne veux pas le savoir. Bien qu'en général, c'est rigolo, mais souvent l'enseignant le savait déjà. Mais ça n'avait jamais été dit. Alors le dire, je ne veux pas le savoir, paraît fondamental. Bien.
Du coup, attendez, j'ai oublié où on en était là. Pourquoi ça sortit? J'ai oublié aussi. Ah, vous avez oublié. Qui se rappelle comment ça démarrait tout ça? Là, levez la main. Et comment est-ce que ça s'est passé, Warda? Je n'arrive pas. Ah oui, vous avez dit je n'arrive pas. Ah voilà, alors, regardez bien. Donc, est-ce que le fait de ne pas y arriver, est-ce que ça peut constituer un argument? Parce que votre impuissance va constituer un argument pour expliquer quelque chose chez quelqu'un d'autre. Ou non, c'est la négation de votre possibilité d'explication. Vous êtes perdu. Je suis perdu. Bah, ça fait partie des choses. Hein, comme dit En fait, Socrate, après 2 minutes, je ne sais plus où j'en suis avec toi. Hein, voilà. Oui, En fait, ma phrase allait comporter une double négation. oui. Donc vous compliquez beaucoup la vie comme ça. Et est-ce que tout ça peut créer de l'impuissance? C'est ça qui est fascinant par rapport aux informatisme. Le discours a une capacité de s'auto-saboter qui est phénoménale. Hein? Après, certains se plaignent de ne pas être compris. Voilà. Bien. Alors, du coup, quel était le problème? C'était par rapport à ce que tu avais dit, c'était ça? Non, c'était quoi? Qui se rappelle? Oui. Oui, donc le problème, en fait, il y avait donc Clara qui a posé la question quelle est la différence entre philosophie et psychologie. Michel a répondu c'est exactement la même chose. Tu as demandé qui pense que Michel a répondu et qui pense qu'il n'a pas répondu. Voilà. Et quand tu as demandé à Pierre, Pierre a dit je n'y arrive pas. Voilà. Or, si vous n'y arrivez pas, est-ce que vous pouvez dire je vais prouver quelque chose si vous n'y arrivez pas? Non. Mais vous remarquez souvent, on utilise ça comme argument. Comme si notre incapacité allait prouver quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on parle de soi alors qu'il est question. Hein? Comme les gens disent est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Les gens commencent à vous dire je ne suis pas sûr. Mais, très content, mais on ne parle pas de vous là, on parle de l'autre. Alors, on recommence. Qui pense ça ne répond, ça ne répond pas. Hein. Qui pense ça ne répond pas en disant c'est la même chose, qui pense ça ne répond pas à la question. Voilà. Allez, allez-y. Pourquoi ça ne répond pas? Parce que, c'est-à-dire, c'est pas la même chose entre psycho et philo, c'est pas les mêmes domaines. Alors, est-ce que vous êtes avec la question ou vous avez changé la question déjà? Non, parce que il y a une différence. Commence. Êtes-vous dans la question et vous changez la question? Répondez juste à ça. J'ai changé. Vous avez changé la question. Hein? Vous savez pourquoi? Non. Hein? Vous avez changé la question. Et vous remarquez ça parfois dans les discussions. Vous posez une question à quelqu'un, puis il répond autre chose. Votre prénom c'est? Diana. Gala? Diana. Diana, qui a remarqué pourquoi, par quel processus Diana, elle a répondu autre chose que ce que je demandais. Qui a remarqué? Levez la main. Elle qui n'a pas beaucoup parlé. Qui n'a pas parlé? Oui? Il me semble, en regardant son langue verbale, qu'elle ne comprenait pas tout à fait la question que vous posiez. À quoi a-t-elle répondu? Elle a répondu à la question de Clara. Or, qu'avions-nous fait entre-temps? Nous avions discouru sur la manière de questionner les choses. Quelle est la différence entre la question de Clara et après la question à laquelle on était arrivé? Vous avez remarqué quelle est la nature du déplacement ou non? Non. Qui a remarqué la nature du déplacement? Et vous allez voir, c'est un problème classique dans l'art de la question et de la réponse. Qui l'a remarqué? Levez la main. Qui n'a pas parlé? Oui, vas-y. Entre la question, elle a répondu à une question du contenu. Oui. Mais la question que vous avez posée, c'était portée sur la construction de la... Voilà. Hein? Elle a répondu au contenu, on le répond sur la construction. Or, remarquez, ça se passe souvent, parce que dans la pratique, justement, philosophique, que fait-on? On prend un cas particulier, circonstancié, et qu'est-ce qu'on en fait tout d'un coup? Hein? Vous voyez ça chez Platon, on en fait un problème général. Et on va traiter le problème général décirconstancié, voilà, hein, absolutisé. On va le traiter et après, on revient au cas particulier. C'est une procédure typique. Il y a aussi l'inverse. On prend une question générale, on la circonstancie, on examine un cas particulier, on revient. Ça fait partie, pour moi, je dirais, des techniques cruciales de la pratique philosophique. Or, vous allez voir que souvent, il y a ceux qui vous posent une question générale et ils veulent traiter le particulier, et à l'inverse, ceux chez qui vous questionnez le particulier et ils vont traiter le général. Ce qui indique toujours, d'ailleurs, quelque chose dans je dirais, la déformation de la nature de la question, indique toujours une manière de penser. Est-ce que ça vous surprend que plutôt que de traiter la forme de la question, vous avez traité le contenu spécifique? Ça vous surprend ou non? Non. Pourquoi ça ne vous surprend pas? Parce que
pensais à la personne qui a posé la question. Voilà, parce que vous pensez à la personne. Hein, c'est-à-dire que vous avez personnalisé la question au lieu de... Au lieu d'expliquer... Non, non, essayez de trouver là un concept pour opposer à personnaliser. Vous auriez un concept, au lieu de personnaliser, je, vous auriez un concept là pour opposer à ça? Généraliser. Au lieu de généraliser. Hein, donc, c'est quoi, Diana personnalise. Hein, le fait que Diana personnalise, plutôt que généraliser, ça ne vous surprend pas. Non. Voilà. Hein, mais vous avez d'autres qui font l'inverse. Vous rencontrez un philosophe, entre guillemets, il préfère en général, il n'aime pas personnaliser, il veut généraliser. Voilà. Bon, bien. Alors, donc, vous connaissez la question générale ou non? Oui. Quelle est-elle? La question... Regardez, connaissez-vous la question générale et vous me faites en pointant du doigt pour ceux qui l'ont pas vu vers Clara, hein, voilà. Vous voyez, c'est drôle. Même quand je vous demande la question générale, vous pointez du doigt vers quelqu'un. Fascinant, non? Voilà, hein, ce qui s'appelle la ritournelle. C'est-à-dire qu'on a une manière de fonctionner. Hein, voilà. Or, l'idée justement de la pratique philosophique, c'est justement cette possibilité de s'aliéner. Vous parlez? En l'occasion de vous dédianiser, comme ça, momentanément. Ça vous plaît? D'accord, j'aime bien, ça me plaît. Je vais dire non, hein, chez moi, ça va dire non. Si je suis pas bien. Alors, qui voudrait traiter la question générale, mais qui pense ça ne répond pas? Je répète quand même l'histoire, ceux qui sont encore fascinés par Clara. La question générale, c'est, quand on demande quelle est la différence entre A et B, que vous dites A et B sont équivalents, qui pense ça ne répond pas, levez la main. Allez-y. Parce que j'entends un positionnement, mais pas d'argument. Donc pour moi, il y a un positionnement sans argument. Alors dites-moi, est-ce qu'on peut répondre à quelque chose sans argumenter? Ou c'est impossible? C'est possible, mais... Bien, c'est possible. Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a eu un déplacement là dans votre argumentation? Oui. Ça va? Hein? Si, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est intéressant à produire une distinction conceptuelle entre répondre et argumenter, mais on demande si ça répond, et vous vous déplacez sur l'argumentation. Ah, non? Mais est-ce que ça peut répondre? Oui. Voilà. Mais sans argument. Ça va? Bon. Qui pense ça ne répond pas? Levez la main. Allez, qui n'a pas parlé? Oui? Pourquoi ça ne répond pas? Parce que ces deux mots... Juste un peu plus fort, hein? Oui, je m'en parle à Michel pour le prénom. Oui. Ces deux mots existent. Ils ont leur raison d'exister. Je ne sais pas répondre, je ne saurais pas faire la différence entre les mots. Il y a besoin d'une réflexion supplémentaire. Mais le simple fait que ces deux mots existent, pour moi, c'est qu'ils ont leur raison d'être. Ah, pensez-vous que vous avez répondu à ma question ou non? Ouais, j'aimais tout ça. Là, vous voyez, vous avez mis une idée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous poser quelques questions pour, vous voyez, de vérification. Ça vous va l'idée de vérification? Hein? Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. C'est joli ça. Hein? Veux-tu m'épouser, Juliette? Allons-y, allons-y. On sent le bonheur, là. On sent l'enthousiasme délirant. Non, mais Michel, là, c'est là qu'il faut respirer. Michel, non, n'ajoutez momentanément, rien, là, contempler. C'est rigolo ou non? Absolument. Les adverbes sont... Les adverbes sont vraiment mauvais. Et je regrette qu'on n'entende pas les adverbes, parce qu'ils sont tellement beaux. Vous voyez, là, on sent l'absolu du bonheur. C'est des questions, c'est comme en mathématiques. Ça vous plaît, les mathématiques? D'accord, l'amour suffira. Hein, voilà, et ça, hein, pas surprenant, c'est que... Pourquoi? Parce qu'en mathématiques, la vérification est quelque chose de crucial. Alors, il n'y a rien de pire que la vérification. Vous savez pourquoi c'est terrible, la vérification? Parce que ça remet en cause son propre travail. Hein. Voilà. Qu'on va examiner de manière critique ce qu'on a fait. Il n'y a rien de pire. Vérifier, se relire, hein, pour ceux qui ont leur souvenir d'étudiants. Hein, se relire, terrible, vérifier, terrible. Voilà. C'est là que tout d'un coup, on va voir si ça marche pas. C'est stressant, à tel point que certains préfèrent rester dans le doute. Hein. Pour le doc, on a une fille qui a passé le brevet l'année dernière, elle n'a toujours pas été voir si elle avait passé ou pas. On préfère le doute que le risque. Ça me fascine, donc je dis, n'y va pas, il n'y a pas de problème. C'est toujours pas. Je trouve extrêmement intéressant. Voilà. Mais pourquoi parfois on préfère, d'autres c'est le contraire, hein. Ils préfèrent qu'on leur dise qu'ils ont raté
plutôt que le doute. Là, il y a différents types de personnalités. Ceux qui préfèrent le doute plutôt que de se faire dire qu'ils ont raté. Ceux qui préfèrent que leur disent qu'on a raté plutôt que de rester dans le doute. Vous voyez les deux schémas? Vous n'êtes plus avec moi là, alors je prends la question. Pensez-vous que vous avez répondu à ma question? Honnêtement, je ne sais pas. Voilà, alors cet honnêtement, il est joli aussi, hein, voilà. Donc, vous, ça reste, vous voyez. Mais c'est ça qui est intéressant, hein, dans cette espèce de corps à corps, de plein pied de la pratique philosophique, c'est justement de pouvoir dire, est-ce que j'ai répondu ou non? Sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un peu réactif, compulsif, impulsif qui s'effectue, mais la conscience n'est pas au rendez-vous. Or, dans cet échange de la pratique philosophique, il faut pouvoir à la fois voir autrui, se voir, un peu comme dans un... Voilà, cette capacité de voir ce qui se passe, d'avoir cette position tierce, donc, où d'en haut, on regarde. Voilà. Alors, on va essayer de recommencer, vous allez voir, ça va faire quelque chose de plus déterminé. Avez-vous une preuve que, à la question A et B, quelle est la différence entre A et B, quelqu'un répond A et B sont identiques, avez-vous une preuve pour montrer que ça ne répond pas? On en avez-vous une ou non? Non. Non. Donc pour l'instant, vous n'avez pas de preuve, ça va? D'accord. Donc après réflexion et tentative, vous n'avez pas de preuve. Qui a une preuve que ça ne répond pas? Levez la main. Allez, Gabriel. Dans la question, il y a un présupposé qui n'est pas pris en charge dans la réponse. Le présupposé qu'il existe une différence. D'accord. Il y a un présupposé dans les questions qu'il y aurait une différence, et la réponse récuse le présupposé. Ça va? Bien. Qui est d'accord avec Gabriel? Levez la main. Qui n'est pas d'accord? Levez la main. Regardez la main levée. J'en vois beaucoup là qui se sentent coincés. Alors regarde les mains levées, Gabriel, et demande à quelqu'un, pourquoi refuses-tu mon idée? Pourquoi tu refuses mon idée? Parce que... en fait, je me suis perdu. D'accord. Vous avez une raison de refuser son idée ou non? Tu l'as perdu? Alors, je peux demander... Votre prénom, c'est comment? Alexandre. Il y a une règle du jeu dans notre affaire, c'est que si on est perdu, on dit je suis perdu, mais vous voyez, on ne veut pas juste faire la conversation. Vous voyez, vous savez qu'il y a des cultures où le principal c'est de faire la conversation. Vous savez ça? Vous savez ou non? Oui. Voilà. L'important c'est de parler. Vous connaissez? Oui. Donc c'est pas notre affaire. Notre affaire c'est performatif, c'est d'accomplir une tâche. Est-ce que la tâche est claire dans votre tête? Oui. Qu'êtes-vous censé faire? Alors, en fait, ce qui dit le monsieur... Gabriel, ça vient de la réponse. Attendez, avant tout compliqué. Que dit Gabriel? Gabriel dit que ça répond pas, la question, ça répond pas à... la réponse, ça répond pas à la question... Quel est son argument? Son argument, c'est qu'il y a un présupposé chez elle dans la réponse. Chez qui? Chez Dara. Comment ça s'appelle? Tara. Oui. Et que ce présupposé? Le présupposé, c'est que il y a déjà une différence. Si la question est-ce qu'il y a une différence est celle-là, ça veut dire qu'il y a déjà une différence chez elle. Or, pourquoi il dit que ça ne répond pas à la question? Parce que lui, il dit en fait, excusez-moi, en français, il n'est pas trop. Alors, est-ce que ces excuses linguistiques sont nécessaires? Peut-être. Ah bah peut-être, on sait pas en faire là-dessus, peut-être. Il faut trancher, parce que soit elles sont nécessaires et à ce moment-là on va les examiner, soit elles ne sont pas nécessaires et on les oublie. Alors là, il faut décider, vous voyez. Est-ce que ces excuses linguistiques sont nécessaires? Non, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi vous les faites? Bon, ok. Ok, ça répond à la question. C'est une vraie question. Parce que je suis pas trop à l'aise. C'est une vraie question. Pourquoi les faites-vous? Parce que peut-être parce que je suis pas trop à l'aise. Parce que vous êtes mal à l'aise, ça va? Voilà. Et ça vous va que, justement, dans un jeu, se réconcilier avec le mal à l'aise? Bah oui, ça vous va? Vous jouez au tennis? Pardon? Vous jouez au tennis? Non. Un sport quelconque? Je faisais de la natation. La natation. Enfin, hein?
Voilà. Et ça vous va que quelqu'un, avant de nager avec les autres, il va s'excuser de la pauvreté de son entraînement. Ça va ou ça fait bizarre, là. Hein? Imaginez au tennis, vous voyez, il renvoie la balle. Excuse-moi, je ne suis pas très bon, mais je vais te renvoyer la balle quand même. Hein? Voilà. Hein? Alors, on vient. Donc, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas d'accord avec Gabriel? Parce qu'en fait, sa réponse, ça prend aussi la réponse que Clara a donnée à la première réponse. Est-ce que vous pensez que c'est clair ce que vous venez de dire ou non? Pour moi, oui. Ah, ouais. Alors, regardez, Alexandre. À qui parlez-vous? J'essaie de parler. Je vois pas ce que vous essayez. Bah oui. Non, regardez, vous avez quelqu'un. Vous connaissez, tiens, typique d'enseignant. As-tu fait tes devoirs? J'ai essayé. Vous connaissez ça? Vous voyez la différence entre as-tu fait et essayer? Vous voyez la différence ou non? Ouais. Quelle est la différence? Faire, c'est faire. Essayer, c'est faire, mais être pas sûr. C'est l'insécurité. Ouais. Donc vous voulez exprimer votre insécurité. Ouais. C'est très simple. À qui parlez-vous? À vous. À moi. Alors, mais je vous demande... À vous, à tous. Oui, à tout le monde. Mais je vous demande si c'est clair, vous me répondez c'est clair pour moi. Donc, quelqu'un qui dit c'est clair pour moi, si j'écoute ce qu'il dit, il parle à qui? Pardon, c'est bizarre, non mais n'inquiétez pas, celle-là elle est très bizarre. Je la fais régulièrement aux enseignants, et ils me regardent, vous voyez, mon enseignant, c'est clair ce que vous venez de dire, il dit c'est clair pour moi. Je dis ah bon? Et quand vous enseignez, vous parlez à qui? Vous voyez? Mais alors, ça vaut qu'est-ce que ça vaut, hein, cette réaction? On la voit. La question c'est à qui on parle. Alors, ça vous paraît bizarre que si je vous demande, quand on vous demande est-ce que c'est clair, de vous demander ce qui se passe dans l'esprit d'autrui, et là, on est justement dans le performatif à nouveau, quand tu poses une question à quelqu'un, tu dois pouvoir savoir ce qui se passe dans l'esprit d'autrui. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais convoquer Descartes là-dessus qui dit hein, le sens commun, c'est la chose du monde à mieux partager. Si c'est clair, je dois pouvoir le savoir chez autrui. Ça vous parle ou non? Alors, ça veut dire non. Je veux-tu m'épouser, Roméo? Ça veut dire j'ai mieux à faire. Ah, Roméo, non. Roméo, non. Je commence. Avez-vous... Qu'est-ce qu'il a dit qui est faux, Gabriel? Vous voyez, si vous n'êtes pas d'accord, il a dit quelque chose de faux. Qu'a-t-il dit qui était faux? Alors, je répète... Non, ne répétez surtout pas. Non, ça c'est la dernière chose que je vais faire. C'est de répéter, vous voyez? Mais regardez, tiens, juste celle-là qu'on va dire. Quelqu'un qui commence à dire « je répète », pourquoi il fait ça? Vous savez? Qu'est-ce que veut dire ce « je répète » ? Parce qu'il est sûr, en fait, de ce qu'il avait dit. Il est sûr de ce qu'il a dit. Et est-ce que ça peut bloquer la discussion, cette certitude? Non. Non, jamais. La certitude, pour vous, ça laisse un espace... C'est pas jamais. Là, vous voyez? Là, la réaction du gars est tellement rapide, au moment où vous voyez que il y a un rythme. Dans la consultation philosophique, je travaille beaucoup le rythme. Je regarde la vitesse à laquelle les gens répondent. Si vous le laissez faire, vous attendrez une demi-heure pour la réponse. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'il devrait pouvoir prendre une réponse plus rapide. S'il le fait, c'est qu'il est en train de se faire un cirque. A l'inverse, il y en a certains, vous n'avez même pas fini la question, et ils commencent déjà à répondre avec des adverbes extrêmement radicaux et des protestations. Voilà. Hein? Là, si on passe, répond trop vite. On commence. Dernière tentative. Qu'a-t-il dit? Pourriez-vous citer Gabriel? Ça, c'est une technique que j'utilise beaucoup. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord avec autrui », je lui dis « citez autrui ». Qu'a-t-il dit qui vous paraît faux? Vous allez voir, ça simplifie la pensée. Pourriez-vous citer quelque chose que Gabriel a dit qui est faux? Il a dit que la question présuppose déjà une différence entre les deux. Bien. Voilà. Tu as dit ça, Gabriel, ou non? J'ai dit ça. Bien. Ça, c'est faux. Ça va? Oui. Pardon. Voilà. Hein? Parce que ça veut dire vous parlez à vous-même. Okay. Là, hop, il faut qu'on soit au moins deux. Voilà. Donc, ça va? Super. Alors, pourquoi c'est faux l'idée qu'il y ait ce présupposé? Pourquoi c'est faux? Parce que ça vient de la réponse que Gabriel a donnée à la réponse du monsieur. Pensez-vous que vous êtes clair? Oui. Oui. Qui pense qu'Alexandre est clair, levez la main. Et comptez les mains levées, Alexandre. Comptez-les. Ouais.
Facile, combien? Une. Hein, qui pense qu'Alexandre n'est pas clair, levez la main. D'accord. Bon. Ah, c'est la main. Ça vous surprend? Oui, un peu. Voilà. Bienvenue. Ah, notre séminaire, c'est ça. De se rendre compte tout d'un coup que, ah oui. Hein, et quand je dis je suis clair pour moi, il ne faut pas s'étonner que pour autrui on ne le soit pas. Mais ça, vous inquiétez pas, c'est un grand classique, ça. Pourquoi? Parce qu'en effet, hein, l'être humain, souvent, habitué à se parler à lui-même. Vous voyez, hein, vous connaissez, hein, cette dame qui habite à la maison, qui est âgée, qui est toute seule, elle n'a plus personne à qui parler. Vous la connaissez? Qui se parle toute seule? Vous la connaissez ou non? Hein? Oui, non? C'est pas de monsieur, je dis. Vous me connaissez ou non? Il y a une... je sais pas, non. Vous savez pas. Vous n'avez jamais rencontré cette personne qui vit seule, qui se parle à elle-même et qui dit personne ne comprend. Oui, une personne que je rencontre. Vous en connaissez. Bon, mais je vous invite à repenser ce schéma archétypal, justement, du monologue radical. Et or, dans la pratique philosophique, c'est une des premières choses. C'est là que certains nous accusent de faire de la communication. Pourquoi pas? Mais être de plein pied avec l'autre, non. Pas de la communication, c'est de l'écoute. Pas juste faire passer un message. Voilà. Bien. Mais pour l'instant, il y a une certaine solitude. Hein, voilà. Bon, c'est comme ça. C'est bien. Qui d'autre n'est pas d'accord avec Gabriel? Levez la main. Alors, levez la main. Voilà, qui va parler. Allez-y. Qu'est-ce qui est faux chez Gabriel? Ce qui est faux, c'est le fait que pour répondre à une question, il faille prendre en compte les présupposés de la question. D'accord. Donc, Gabriel nous dit, quand vous répondez à une question, il faut prendre en compte les présupposés de la question. Ça va, les accepter, c'est ça l'idée? Hein? Et vous vous dites, non, on peut répondre à une question en récusant les présupposés. Ça va? Et là, vous voyez l'enjeu énorme sur l'art de la question et de la réponse. Quand je dois répondre à une question, est-ce que je suis obligé ou non de prendre en charge les présupposés de la question? Ça va? Hein? Et vous vous dites, on est obligé ou non? Non. Donc pour vous, il n'y a aucune obligation à prendre en charge les présupposés d'une question quand on y répond. On est bien d'accord? Alors, déjà, première chose, voyez-vous le problème que ça pose? Voyez-vous, là, je vais vous, il y a des implications, toujours que dès qu'on a une position, on va voir les conséquences et les implications. Voyez-vous les conséquences ou implications de dire, quand il y a une question, je ne suis pas obligé de prendre en charge les présupposés. Voyez-vous le problème que ça pose? Aucun. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qui se passe tous les jours. Oui ou non? C'est-à-dire? Je ne sais pas, est-ce que vous préférez faire comme ça? Non, je pourtant non. Vous défendez l'idée que... Je ne comprends pas votre position. Vous pensez que c'est souhaitable ou non? De ne pas prendre en compte les présupposés de la question. Vous êtes perdu là. Oui, je suis perdu. Vous êtes perdu. C'est pas grave. C'est le fonctionnement du questionnement. Voilà. Qui aurait... Rénan? Céline. Qui aurait un éclairage pour Céline sur les implications ou conséquences du fait de sa position de ne pas être obligé de prendre en charge les présupposés d'une question? Levez la main, ce qui va bien éclairer là-dessus. Levez la main haut pour qu'elle voie. Alors, vous prenez quelqu'un, vous lui dites quelles implications ou conséquences voyez-vous? Madame, quelles implications ou conséquences voyez-vous? À qui? À Warda là-bas? C'est à Warda, d'accord, oui. Pour moi, c'est... Alors, un peu fort, Warda. Hein. Ce serait d'annuler la question, en fait. Ça annule la question. Pourquoi ça annulerait la question? Eh ben, c'est de dire le contraire. Le contraire de quoi? De dire qu'il n'y a pas de différence. Est-ce que là, on est en train de parler de différence? Non, Warda, regardez. Est-ce que là, on est en train de parler de différence? Warda, est-on, oui ou non, en train de parler de différence? Non. Donc vous faites, vous aussi, marche arrière. Ça va? Oui, non? Vous savez, il y a du kairos. Il y a non seulement du moment opportun dans l'art de la question et de la réponse, il y a aussi le lieu. Il y a du topos. Il y a du lieu. Or, ça, vous le verrez souvent, il y a des personnes qui ont 3 métros de retard. Ils répondent à une question précédente. Mais alors, il y a les anxieux, il y a les nostalgiques, qui répondent à la question d'avant. Puis il y a les anxieux, ils sont déjà dans ce qui va se passer par la suite. Vous connaissez? Hein? Donc, Warda est nostalgique, ça va? Hein? Voilà, c'est comme ça. Je dis que mon enfance était tellement merveilleuse. Ça, c'est intéressant. Cette capacité d'être dans le temps, dans le présent, dans le moment opportun. Voilà. Hein? Donc là, alors, comment?
Savez-vous ce qu'elle vous demande, Céline? Ou non? Si je suis... Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Non. À quelle question souhaitez-vous répondre qui l'intéresse? Vous ne savez pas. Ça y est, je suis embrouillée. Vous êtes embrouillé. Ah, c'est pas grave, on est embrouillé. Qui saurait redire le problème qui se pose là pour Céline? Levez la main. Alors, Ward a demandé à quelqu'un qui lève la main, quel est le problème de Céline? La dame dans le fauteuil. Alors, demandez-lui quel est le problème de Céline. Quel est le problème de Céline? Le problème, c'est qu'elle a dit qu'il n'était pas nécessaire de prendre en compte le présupposé. Tu peux parler un peu plus fort? Oui. En quoi est-ce que ça pose problème, le fait d'affirmer qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte le présupposé d'une question pour y répondre? Voilà. C'est ça, Warda? Oui, c'est ça. Faut lui dire bravo. Merci. Voilà. Hein? Alors, vous voulez répondre à ça ou non? J'ai plus envie même. Alors, si on est dans l'envie, alors là. Bien. Qui veut répondre à cette question? Levez la main. Allez, Céline, choisissez quelqu'un d'autre et demandez-lui quelle est sa réponse. Madame, quelles sont les implications de... Alors, ne pas prendre en compte les présupposés d'une question, il me semble que c'est trop réducteur et qu'au niveau du sens, on a une risque de répondre à côté, en tout cas. C'est qu'on risque de répondre à côté. Ça va? Oui. Vous prenez plutôt le côté réducteur ou le répondre? Réducteur. Mais est-ce que c'est la même chose pour vous, être réducteur et répondre à côté? C'est la même chose ou non? Non, c'est deux idées différentes. Mais alors, je voudrais que vous choisissiez un angle d'attaque. C'est plutôt le fait de répondre à côté ou d'être réducteur? Réducteur. Réducteur. Mais regardez bien. Qu'est-ce qui est plus large? Les présupposés d'une question ou de pouvoir accepter ou récuser les présupposés? Qu'est-ce qui est plus large? Vous comprenez ma question ou non? J'ai besoin d'une... Comprenez-vous ma question ou non? Non. Non. Voilà, faut dire, hein? Parce que là, vous me parlez de vos besoins. Moi, je ne demande pas vos besoins, je demande si vous comprenez ou pas. Vous voyez, on fait souvent ça. Avez-vous compris? Pourriez-vous répéter? Je vous demande pas ce que je dois faire. Je vous demande si vous avez compris ou non. Vous avez remarqué? Mais non? Oui. Et savez-vous pourquoi quelqu'un, vous lui demandez s'il a compris ou pas, et plutôt que de vous répondre oui ou non, il vous dit, pouvez-vous répéter? Vous savez pourquoi? Pour moi, c'est le temps de la réflexion. Pour vous et pour l'être humain? Vous savez pas? Je pense que c'est le temps de la réflexion. D'accord, c'est pour gagner du temps. Oui. Pour gagner du temps. Mais si vous voulez gagner du temps, c'est que vous avez peur d'en perdre. Vous êtes d'accord? Oui, non? Non, non. C'est dites-moi, précis. pourquoi quelqu'un voudrait gagner quelque chose s'il ne craint pas de le perdre? Pourquoi? Quand on veut gagner quelque chose, ça vous va qu'il y a toujours l'ombre d'un concept, c'est son antinomie. Ça vous va ou non? Oui. Donc ça vous plaît comme idée ou non? Oui. Hein? Vous allez voir, ça chagrine souvent. Mais si on veut gagner, c'est bien qu'on ne veut pas perdre. Vous êtes d'accord? Oui. Et qu'il y a une crainte de perdre. Oui. Alors pourquoi craignez-vous de perdre du temps là? Vous savez pourquoi ou non? Non. Alors il y a peut-être une autre raison à l'idée de dire, plutôt de dire j'ai pas compris, de dire pourriez-vous répéter? Qui a une autre idée de pourquoi dit-on à quelqu'un pourriez-vous répéter au lieu de dire j'ai pas compris? Qui aurait une idée? Levez la main. Il n'y en a qu'une, deux. Demande à quelqu'un, regardez autour les mains, demande à quelqu'un pourquoi répond-on pourriez-vous répéter? Pourquoi dit-on pourriez-vous répéter au lieu de j'ai pas compris? Voilà. Parce que vous voulez pas perdre la face. Alors, est-ce qu'en effet, en disant j'ai pas compris, par rapport à pourriez-vous répéter, est-ce qu'il y a un problème de l'ordre de perdre la face? Oui. Voilà. Hein? Donc c'est pas du temps qu'on veut gagner, c'est quoi? C'est pas perdre la face. Oui, mais si je veux pas. Alors vous voyez, maintenant on ne veut pas perdre. Mais que veut-on gagner? Quand je ne veux pas perdre la face, vous voyez, c'est toujours l'inverse. Qu'est-ce que je veux gagner quand je ne veux pas perdre la face? Vous ne savez pas. Vous n'avez pas dit je sais pas. Je sais pas. Voilà. Qui sait? Quand on ne veut pas perdre la face, que veut-on gagner? Et demande à quelqu'un, que veut-on gagner quand on ne veut pas perdre la face? Que veut-on gagner? Une estime de soi. Une estime de soi. Ouais ou faux? Oui. Voilà. On veut gagner une estime de soi. Quand on dit à l'autre répéter, regardez la différence de position entre dire je ne comprends pas et répéter. Vous voyez la différence de positionnement? Vous la voyez ou non? Oui. Quelle est la différence de positionnement? Ah bah, c'est assumer. Quand on dit je ne comprends pas, c'est assumer quelque part. Voilà. Donc, quelle est la différence de positionnement? Vous sauriez le dire entre A et B?
Je ne comprends pas A, répéter B. Quelle est la différence de positionnement? La clarté. C'est un problème de clarté. Qui voit une autre différence entre A et B là? Levez la main. On a quelqu'un. Quelle est la différence de positionnement? Quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Quelle est la différence de positionnement? Donc dire je ne comprends pas, c'est accepter sa fragilité. Être fragile. Oui. Et dire répéter. Eh ben, c'est ne pas l'accepter. Quand je dis à quelqu'un répéter, comment est-ce que je me place? Je ne veux pas être fragile. Je ne vois pas ce que je veux pas. Comment je me positionne? Quand je dis répéter à quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Ça s'appelle comment faire ça? Quand tu dis à tes élèves répéter. Je lui demande. Oui, donc. Je lui donne un ordre. Tu donnes un ordre. Vous voyez la différence de positionnement? Je ne comprends pas, fragile, répéter. Je m'accorde une puissance ou non? Oui, c'est bon. Non, ouais, pardon, oui. Votre prénom c'est? Martine. Martine. Vous voyez que quand je dis je ne comprends pas, j'avoue ma fragilité. Quand je dis veuillez répéter ou autre, je m'accorde une puissance et je dis à l'autre quoi faire. C'est joli ou non? D'accord. Ouais. C'est joli ou non? Hein? Oui, non? C'est pas joli. Bon. Le mot joli. Voilà, donc c'est pas joli. Si le mot joli ne vous convient pas à ce moment-là, il faut dire non, c'est pas joli. Voilà. Et pourquoi c'est pas joli? C'est pas le terme que j'aurais. Non, je comprends bien que c'est pas joli, mais pourquoi c'est pas joli? Parce que c'est peut-être se dérober. Et il y a une dérobade. Que pensez-vous de l'expression quelle jolie dérobade? Ça vous parle ou non? Ça vous parle ou non? Ça me parle, oui. Mais... Ah, comment? Ça vous embête? Non, non, ça a l'air de vous plaire. On voit l'enthousiasme délirant devant la jolie dérobade. Hein, voilà. Mais d'ailleurs, dans le jeu, justement, le fait de travailler le jeu, il y a cette dimension esthétique. Comme au théâtre, où ce qui serait horrible dans la vie, à travers la représentation et le spectacle, devient quelque chose de sympathique. Vous voyez des gens mourir et vous êtes ému. Qu'est-ce que c'est beau cette pièce, vous connaissez? C'est pareil, sauf que c'est vous qui êtes actrice et spectatrice. C'était pas une jolie dérobade. Plutôt que d'avouer la faiblesse, on dit, on donne un ordre. Vous connaissez pas les gens qui font ça? Ils cachent leur faiblesse à travers de l'autoritarisme? Mais non? Si. Ça vous surprend que vous fassiez ça? Oui. Oui. Ah bah écoutez, ça n'est pour rien. Voilà. Attendez, juste des minutes. Voilà. D'accord. Alors, on va essayer de revenir en arrière. C'est urgent? Dans les 2-3 minutes, oui, pour que ça passe pas, oui. Vous voyez ce qu'il me fait là? Oui. Martine. Ah, Martine. Alors, qu'est-ce que c'était? Où on en était tous les deux avant cette merveilleuse dérobade? Vous vous rappelez où on en était ou non? Alors, il y a une question que je n'ai pas... Ah oui, voilà. Alors, si, c'était l'affaire réducteur. Vous avez le choix entre réducteur ou ne pas répondre. Or, je vous demande. Là, je vais vous proposer deux champs. Vous aimez les mathématiques ou non? Pas trop. Ouais. Ça veut dire non. Hein? Voilà. Parce que je veux dire, c'est des schémas de théorie des ensembles qui sont très, ça va paraître bizarre, je ne sais pas, mais moi je trouve que les schémas mathématiques sont utiles dans la pratique philosophique. C'est un schéma très simple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on fait de la théorie des ensembles, où il y a, vous savez, des éléments, des ensembles qui sont des super ensembles plus grands que d'autres ensembles. Vous voyez, un peu, c'est simple, hein, c'est une espèce de patate, vous voyez, des patates plus grosses que d'autres. Mais pour qu'une patate soit plus grosse qu'une autre, il faut qu'il y ait au moins un élément supplémentaire. Si B est plus gros que A, il faut au moins qu'il y ait A plus un élément pour que B soit plus grand que A. Ça va? Là, vous me regardez, vous me faites très peur. Ça va ce que je vous dis? Ou ça vous paraît vraiment du chinois? Non, ça me paraît pas chinois, mais c'est vrai que j'ai pas l'esprit très... Donc, est-ce que ça vous paraît du chinois? Non. Donc, non. Donc vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Oui. Répétez-le. C'est dans le schéma théorique, c'est des espèces, enfin, ce sont des ensembles où A peut être plus grand que B. Ça va jusqu'à là? Ça semble. C'est clair dans la tête ou non? Non. Non. Voilà. Hein? Ça va? Alors dites, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Si vous êtes dans la classe, je dis, va le répéter 3 fois, c'est de la magie. Il faut répéter 3 fois pour que ça marche. C'est de la magie. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Voilà, voilà, bien. Alors, je comprends maintenant pourquoi ma question n'est pas claire. Voilà. Hein? Alors, on va essayer de refaire. Quelqu'un vous dit, il faut répondre à la question.
et prendre en charge les présupposés. Un autre vous dit, tu peux prendre en charge et ne pas prendre en charge les présupposés. Vous voyez les deux différences? Quel champ est le plus large? Le premier champ ou le deuxième champ? Champ avec un P à la fin, hein, non, pas de... Lequel des deux champs est plus large? Vous ne sauriez pas dire. D'accord. Alors dites, je ne comprends pas. Les présupposés. Avec les présupposés. Qui pense que Martine comprend ma question? Levez la main. Qui pense qu'elle ne comprend pas? Levez la main. Et qui est perdu? Levez la main. D'accord, hein? Voilà, c'est bien. Alors, qui comprend ce problème? Qui comprend ce problème et pourrait l'expliquer en d'autres mots pour que ce soit clair pour tout le monde? Quelqu'un le comprend? Il lève la main. Voilà. Non, ce qui se passe dans le jardin. J'adore ce genre de questions. Comprends ce que vous voulez dire? Pas du tout, non. Non, mais c'est une question magnifique. Vas-y. Est-ce qu'avec des présupposés, si on les respecte, le champ est plus restreint que si on peut aussi refuser les présupposés? Vous comprenez sa question? Oui. Que répondez-vous? Avec les présupposés. Si on prend en c'est compte comment? les présupposés, c'est Oui. plus large. Avec les présupposés, c'est plus large. Ça va? Oui. Qui est d'accord? Levez la main. Qui n'est pas d'accord? Levez la main. Gardez la main levée. Demandez à quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord? Gardez la main levée, hein, c'est pas grave. Allez. Regardez bien autour, quelqu'un qui n'en a pas entendu. Demandez-lui pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Avec les présupposés, ça restreint le champ de la question. Parce qu'on limite le nombre d'interprétations possibles. Alors que si on n'a pas de présupposés, le champ d'interprétation est beaucoup plus large. Vrai ou faux? J'ai tout compris, oui. Il a été fort. Très fort. Dites-lui, attendez. Bravo. Vous allez lui dire, tu es beaucoup plus clair qu'Oscar. Il va être content. Ah oui. Beaucoup plus clair qu'Oscar. Je suis beaucoup plus clair qu'Oscar. Voilà. En classe, j'adore ça, les mots. Je leur dis, dis qu'il est plus clair que le professeur. Ils sont contents. Voilà. Bien. Ça va? Alors, qu'est-ce qui est plus restreint? L'acceptation des présupposés ou de pouvoir les prendre ou les refuser? Pouvoir les prendre et les refuser. C'est plus restreint. Non, pouvoir ne pas les prendre, ça élargit. Ça élargit. Oui. Bien. Or, quand c'est réducteur, ça restreint ou ça élargit? Ça restreint. Alors, le fait de dire on n'est pas obligé de les prendre, ça c'est réducteur ou c'est le contraire? Non, c'est le contraire. Ah, ça va? Très bien. Vous avez suivi la preuve? Bien. Conclusion. Est-ce que le problème c'est que c'est réducteur de ne pas être obligé d'accepter les présupposés ou c'est que ça ne répond, on ne va pas répondre à la question? C'est qu'on ne va pas répondre à la question. Vous avez changé d'avis? Oui. Ça va? Oui. Vous avez vu le processus? Oui. Amusant? Oui. Joli? Joli? Joli. C'est juste les problèmes que vous ne trouvez pas jolis. Et les solutions, ça vous va. Alors, c'est classique. Et pour l'anecdote, après, une fois j'étais en Russie, et puis, je vais être traductrice, et puis, à un moment donné, je dis un joli problème. Et la traductrice me fait, mais je ne peux pas traduire ça. Alors moi je connais pas beaucoup de russe, puis je dis problème c'est problème, hein. Et puis, bon c'est crasho, je dis crasho problème. Elle fait, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Hein. Et c'est intéressant qu'elle ne pouvait plus traduire, parce que simplement c'était impensable pour elle traduire vos problèmes. Voilà. Bien. Intéressant le problème de traduction. L'impensable, c'est l'impensable. Bon, conclusion, c'est que si je ne prends pas en charge les présupposés, si je ne suis pas obligé de prendre en charge les présupposés, alors, ce qui peut se passer, c'est que je ne réponds pas à la question. Ça va? Oui. Céline, vous êtes d'accord? Vous avez compris où on en est là ou non? Vous étiez parti ailleurs. Êtes-vous avec nous ou en orbite? Non, là, il faut répondre. Avec nous ou en orbite? Lequel des deux? En orbite. En orbite. C'est dur de suivre, hein? Oui, j'ai un peu décroché. Je ne sais pas si vous avez décroché, mais c'est dur de suivre ou non? Oui. Oui, c'est un art martial, hein? Donc justement, c'est le côté game, c'est le côté, en effet, il faut suivre les exigences, les processus, les règles. Vous jouez aux cartes? Non, voilà, c'est vrai. Il faut compter les cartes, par exemple. Vous devez jouer, savoir quoi jouer. Parfois, vous devez observer toutes les cartes qui sortent. C'est difficile. Vous jouez à un jeu?
D'accord, le silence suffira. D'accord. Hein, il y a le jeu du silence. Bien. Voilà. Bien. Ceci dit, on ne va pas tarder à s'arrêter de faire une... Je sens qu'il y a une urgence. Allez, vas-y. Je voudrais faire remarquer à la partenaire qui a demandé s'il y avait une différence entre discours philosophique et discours psychologique. Je voudrais lui faire remarquer 2 étapes. Un, que sa question m'avait semblé extrêmement brutale dans la situation. Donc je lui avais répondu en déplaçant pour que sa question devienne étrange. Et je lui demande si maintenant qu'il s'est passé une demi-heure depuis, elle a pu voir en pratique Oscar nous montrer que la psychologie pouvait être ramenée à un argumentaire philosophique en permanence, c'est-à-dire... Non, arrête-toi là 2 secondes. Oui. Tu es avec nous ou dans ton agenda à toi, là? Je suis avec vous. Non. Oui, tu es dans notre agenda à nous ou dans le tien? Ou tu sais pas? J'étais avec vous au départ, je sais non, pas s'il y a là, tout de suite, tu vois, il est 11 heures pile. Au dernier là, moment... aujourd'hui. Es-tu avec nous dans ton agenda à toi? J'étais convaincu d'être avec Justement vous. parce que tu étais, c'est pas le passé, c'est pas la conviction. Je demande à la fois quelque chose tout de suite et objectif. Es-tu avec nous dans ton agenda à toi? Avec vous, pas agenda. Qui est d'accord qu'il est dans notre agenda, levez la main. Qui pense qu'il est dans son agenda, levez la main. Surpris? Oui. Ah, voilà, bienvenue. Hein, c'est bien. Alors, on va s'arrêter d'ici 5 minutes, mais là, on va juste prendre 5 voire 10 minutes. Juste être maintenant sortir de l'intérieur, un peu comme le match de foot est fini. Il y a eu les pubs et après il y a les analyses des commentateurs. Est-ce que quelqu'un a soit un commentaire, une question, une objection, voilà, ou une question sur le processus, sur ce qui s'est passé maintenant? Est-ce que vous avez des méthodologies ou autres? Est-ce que quelqu'un a soit une question, soit un commentaire? Vous levez la main. C'est un moment difficile, il faut sortir. Oui. C'est une question ou un commentaire? Allez-y. Mon commentaire, c'est que je me suis un peu fort. Mon commentaire, c'est que je me suis régalée. Oui, oui. Et dites-moi, quel genre de commentaire c'est ça? Je me suis régalé. C'est à quel genre? Non, je vous dis ça parce que vous savez, il y a des gens comme ça qui me disent j'ai écouté un philosophe. Waouh, c'est bien. Et c'est intéressant, c'était formidable. Et t'as trouvé ça bien? Ouais, qu'est-ce qui parlait bien? Et je dis, mais, et t'as retenu quelque chose? Non, mais qu'est-ce qui parlait bien? Alors, quand on me dit je me suis régalé, je suis très content, mais là je me demande qu'allez-vous manger? Vous voyez? Si on me dit j'en sais rien, mais qu'est-ce que c'était bon? Alors, là, Oscar, t'as un problème là, pédagogico-méthodologique. Donc, si vous devez retourner et dire je me suis régalé, y a-t-il quelque chose de spécial où vous dites ah oui, ça c'est opératoire, ou quelque chose? Ce que j'ai mangé, ce qui m'a régalé, c'est cette façon-là de décortiquer chaque mot et d'être au plus juste, au plus précis de chaque mot, de chaque... Et quel est l'obstacle à ça? Qu'est-ce qui fait obstacle à faire ça? Eh bien, à mon avis, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y en a aucun. Oui. D'accord. Et là, si je demande à ceux qui ont observé, s'il n'y a aucun obstacle à ce travail-là, ils vont dire que c'est vrai ou dire que c'est faux à votre avis? À mon avis, ils vont dire que c'est vrai. Ah, on va voir. Qui pensent c'est vrai qu'il n'y a aucun obstacle à ce processus, levez la main. Comptez les mains levées. Vous pouvez lever la vôtre si vous voulez. Qui pensent qu'il y a des obstacles, levez la main. Êtes-vous avec nous ou dans votre monde à vous? Alors je vais vous révéler un secret, comme ça je vous le dis. Quelqu'un qui vient et dit je me suis régalé, et bien en général, il est chez lui. Il n'est pas là. Ça vous va? Ça vous plaît? Oui. Vous le saviez? Non. Non. C'est une hypothèse, vous verrez bien. Hein? Et vous savez pourquoi? Regardez la nature du discours, je me suis régalé. Vous voyez quelque chose dans ce commentaire? Qu'est-ce qui est sa spécificité? Il me parle de moi. Et de moi, et où se passe la régalade? Du côté des sens. Du côté des sens, hein? Donc il est complètement à l'intérieur ou il est avec les autres? Grâce à... Non, pas grâce à rien. C'est quel sens la régalade? C'est où? Quel sens? Comment il s'appelle ce sens? Kinesthésique. Non, mais quel sens spécifique? Oui. Le goût. Le goût. Et il est où le goût? Ça se passe où? Regardez. Dans le corps. Oui.
Hein? Non, regardez, est-ce qu'il y a d'autres sens qui déjà sont plus dirigés vers l'extérieur? Lesquels? Le visuel, l'auditif. Voilà. Vous êtes hein, vous nous mangez là. Vous êtes en train de nous digérer. Hein? Vous voyez? Totalement. Voilà, c'est rigolo là. Hein? Quel sens on choisit? Voilà, bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire ou une question ou autre chose? Hein? On t'écoute? Commentaire ou question? Commentaire. Vas-y. Je voulais revenir justement sur le jeu. Je trouvais que le jeu, il n'était pas là où on le voyait tout le temps. Le JE, là. Oui, le jeu. Il n'est pas là où on le voit tout le temps. Vas-y, explique. Bah parce que tout à l'heure, tu parlais du décalage entre la question et la réponse. Et justement, quand on dit du jeu entre deux pièces... Il y a du jeu voilà, entre des pièces. Voilà. C'est ça. Mais le jeu est un concept justement qui est très paradoxal. Par exemple, pour Pascal, hein, ce qu'il appelle le divertissement, il dit le roi se divertit en étant le roi du matin jusqu'au soir, du petit lever jusqu'au coucher. Il joue à faire le roi. Et jouer, là, c'est l'idée d'occulter. Hein? Avoir du jeu, c'est justement le décalage. Il y a une dimension de liberté face à la nécessité, mais le jeu, justement, et c'est là que le concept play ou game peut être intéressant. Quand quelqu'un ne répond pas à votre question, vous posez une question à quelqu'un et il ne répond pas. Il est dans le play ou dans le game? Il est en train de jouer avec vous? Ou est-ce qu'il est en train de jouer avec vous? Hein? Là, on dira, c'est pas du jeu. Hein? C'est pas du jeu. Donc, tout va bien, tout va bien. Hein? Voilà. Donc, en effet, c'est un concept assez paradoxal, hein, l'idée de jeu, parce qu'en lui-même, il prend en charge une double dimension de liberté et de nécessité. Et là, on demande de la nécessité, eh bien, il offre de la liberté, il y a du jeu hein, dans l'engrenage. Ça ne marche pas à cause de ça. C'est ça, ça ne tourne pas bien à cause de ça. Voilà. Deux pièces qui ont jeu. Il y a un décalage, voilà. Hein? Hein? Mais c'est là que jeu, en effet, apprend des sens différents. Y a-t-il autre commentaire ou question? Oui? Commentaire ou question? Commentaire. Un peu fort. Je vais faire un commentaire. Quand j'ai pris mes notes, dans l'amorce de l'échange qu'on a eu, j'ai écrit jeu, G-E. Et pas jeu philosophique, quoi. Enfin, oui. Tout ce qui s'est passé. Donc je fais le lien avec sa question, ça m'a semblé bizarre, quoi. Est-ce qu'il y a une différence entre psychologie et philosophie? Oui. Donc pour moi, je dirais que le jeu que j'ai écrit, c'est dans la psychologie, et puis après le jeu, ici, game, c'était dans la philosophie. Mais c'est un problème de domaine ou c'est un problème de personne? Quand vous avez écrit JE? Peut-être de personne, hein? tout simplement. Quand on enlève le U, bon, je ne suis pas psychanalyste, on peut laisser tomber là. Alors, autre question ou commentaire? Hein? Oui, vas-y. J'ai une question. Un peu fort, hein? J'ai une question. Oui. Qu'est-ce que ça implique l'effet qu'on est dans la pratique philosophique, c'est agonistique. Oui. Je ne comprends pas trop agonistique, l'agonisme. Bien, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une confrontation. Il y a du tragique. Bah, ce qui fait obstacle, ce qui fait que d'un coup, on ne veut pas répondre. On proteste, on évite. C'est qu'il y a une dimension tragique. C'est pas lisse. C'est pas dans le sens du poil. Poser une question à quelqu'un, d'ailleurs parfois ce qu'on me dit c'est violent ce que vous faites. Je dis c'est vrai. C'est quelque chose de violent. Quand vous interrompez quelqu'un, vous dites répétez ce que vous venez de dire. Ça se fait pas. Vous voulez avoir des amis? Ne faites jamais ça. Hein? Ça se fait pas. D'ailleurs, en parenthèse pour l'anecdote, parce que je travaille chez les camarades italiens, Fronesis, qui travaillent là-dessus, ce qu'ils disent, c'est que je n'ai pas de respect. Ils critiquent la pratique telle que je l'amène en disant parce qu'il n'y a pas de respect. Ils disent c'est vrai, pas de respect. Hein? Sur ce plan-là. Parce que la gogne est au cœur de l'affaire, c'est cette dimension de confrontation, où peut-être faut-il reformuler ou revoir le concept de respect. Mais en effet, on ne respecte pas les desiderata d'autrui. Regardez le quand même de notre ami. Quand même, il suffit juste ça, quand même, il y a des limites quand même. Hein, il y a duquel il y a quand même de la bienséance. Ça ne se fait pas. Je dis, c'est pas un accident si Socrate s'est fait trucider, c'est pas parce que les Athéniens étaient des vilains, barbares. Hein, voilà. Mais c'est là que tout le travail de je dirais, avec les enfants autres, c'est justement de se réconcilier avec cette dimension tragique du problème et voir la trouver belle, jolie, ou amusante ou autre. Donc c'est là faire appel à la dimension esthétique du jeu
La même qui fait que je peux voir un drame au cinéma ou au théâtre et trouver ça beau et vouloir rester. Hein, et ne pas dire arrêtez-le, il va le tuer. Hein, voilà. Ça va? Oui, ça va. Autre question, commentaire? Oui, vas-y. C'était un commentaire. Donc il y a cette dimension tragique, mais aussi comique. On a beaucoup ri, et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce jeu, dans le game, c'est à la fois la dimension ludique permet de mettre à distance, mais dans le fond c'est tragique. Enfin, on est toujours entre les deux. Oui. Ben, il y a cette oscillation, hein. C'est comme les histoires de Nasrin Rodja. Je sais pas si vous regardez ces histoires, faut-il rire ou pleurer, hein, voilà. Dans cette oscillation, justement, là aussi se trouve le jeu. Oui. Simplement, je trouve excessif d'employer le mot agonistique au lieu de tragique, parce que pour moi, l'agonie, c'est la fin, il n'y a plus d'espoir. Ah, ça c'est terrible, ça. Donc tu veux de l'espoir. Si je viens ici, c'est avec l'espoir d'améliorer quelque chose. Ah ben écoute, comme quoi on fait mal notre travail de communication sur les séminaires, parce que justement, ça s'adresse aux désespérés, qui se réconcilient avec leur désespoir. Mais bon, Isabelle, la prochaine fois... Oui, d'ailleurs, tiens, ce matin, je dois vieillir parce que normalement, il y a toujours quelqu'un qui s'en va comme ça dans la première matinée. Là, je ne sais pas ce qui se passe, c'est le soleil, je ne sais pas, mais personne n'est parti. Voilà, régulièrement, on a quelqu'un dans la sorte qui décide qu'il n'est vraiment pas au bon endroit. Et là, ils ont su avant, ils sont pas venus. Bien, autre question ou commentaire? Oui, parce que toutes ces choses-là, c'est le rapport qu'on entretient avec ça, finalement. Pas la chose en elle-même, c'est quel rapport entretient-on? Tu sais, il y a un dénommé Kierkegaard qui a écrit un traité du désespoir, et pour lui, tout est là. Enfin, je te le recommande pas. Oui. C'est une remarque. Allez-y. Une remarque, parce que ce qui a émergé pour moi dans la matinée, c'est cette distinction que vous faites entre c'est de l'ordre de la relation. Une distinction permanente de la rigueur qu'il y a dans cette démarche entre la personne et ce qu'elle dit. La distinction de la personne et ce qu'elle dit. D'accord, vous avez remarqué ça, oui. Moi j'ai remarqué ça, parce que je me suis posé plusieurs fois la question, mais où est la relation là-dedans? Oui. Où est la relation entre Oscar et nous, enfin entre l'intervenant et l'autre? Attendez, est-ce que la distinction c'est entre Oscar et le participant, ou est-ce que c'est entre la personne et son distinct? On va faire tranquillement. Le prénom c'est Jean-Luc. Jean-Luc, on va prendre une chose ça vous va qu'on prenne une chose à la fois? Ou vous voulez tout faire à la fois? Ça me va. Ça vous va, hein? C'est pas naturel. Non. Non, voilà. Non, c'est ce que Descartes vous recommande. On n'aime pas Descartes, c'est faire une chose à la fois. Alors, ce qui vous intéresse, c'est le décalage entre Oscar et les participants, ou entre la personne et son discours? C'est lequel des deux? Entre la personne et son discours. D'accord. Alors, juste pour le plaisir, à votre avis, je cherche à distinguer la personne et son discours, ou au contraire, je cherche à renvoyer l'un à l'autre? Qu'est-ce que je cherche plutôt à faire, à votre avis? À distinguer. À distinguer. Qui est d'accord? Je cherche à les distinguer. Levez la main. Regardez autour. Qui pense chercher au contraire à les mettre en vis-à-vis. Levez la main. Surpris? Oui. Oui, ben voilà. Alors, vous allez relever la main 2 minutes. Relevez la main, ceux qui pensent chercher à les rapprocher. Et demandez à quelqu'un comment il arrive à cette conclusion. Quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Monsieur, comment arrivez-vous à cette conclusion? Oui. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous dites, je ne sais pas. Il me semble que la difficulté du travail, enfin, ce qu'on essaye de faire dans ce travail-là, c'est d'accepter notre propre parole comme reflet de ce que nous sommes. Vous entendez ce qu'il dit? Ouais. Vous le comprenez? Ouais. Ça a du sens? Ouais. Vous avez vu ça ce matin? Ou non? Oui. Alors, cherche à distinguer ou à rapprocher? À rapprocher. Ça a changé d'avis. Oui. Mais en général, quand vous parlez à des personnes, vous cherchez plutôt à distinguer leurs paroles d'eux-mêmes, ou plutôt à les mettre en vis-à-vis. Qu'est-ce que vous cherchez à faire en général? À les mettre en vis-à-vis. À les mettre en vis-à-vis. Vous connaissez cette expression qui dit « c'est pas vous que je critique, c'est ce que vous dites ». Mais vous, non. Vous connaissez ça? Je connais l'expression. Ça vous plaît? Non. Non, d'accord. Bon. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Voulez-vous ajouter quelque chose? Non. Comment vous expliquez, vous êtes arrivé à cette conclusion
qui inverse alors? Vous ne savez pas. Je vais chercher. Vous ne savez pas. Regardez, vous avez vu, tiens, Marty, ce qu'il m'a fait. Vous ne savez pas, il dit je vais chercher. Tenez, prenez ça là, comment ça devient. Vous demandez à quelqu'un, vous savez, et il répond je vais chercher. Quel est le changement ici? Quel est le tour de passe-passe sur le positionnement? Qui voudrait dire? Levez la main, ceux qui ont une idée. Allez, qui va parler, oui. Dans je vais chercher, je reste maître de ce que je vais faire. Hein? Vrai ou faux? Non, quelqu'un qui dit je vais chercher, il admet sa faiblesse. Oui. D'accord. Alors celui qui dit je sais pas, lui il n'admet pas. Qui est le plus faible, celui qui dit je sais pas ou celui qui dit je vais chercher? Tiens, celui qui dit je vais chercher, il affiche quoi comme positionnement? Il est quoi? Comment vous l'appelez celui-là? Celui qui dit je vais chercher, c'est un... Vous ne compliquez pas les. Prenez un des mots-clés qu'il y a là. Donc je vais chercher quel est le mot-clé. Chercher. Donc c'est un chercheur. Oh, c'est pas beau ça? C'est un chercheur. Ah non, c'est pas magnifique. Mais c'est l'ignorant. Le chercheur, c'est un ignorant ou un savant en général? Un ignorant. Ah, d'accord. Ils sont connus pour ça. Oui, c'est un c'est le monde d'ignorants. La logique, ça vous plaît ou pas trop? Oui. Bon, on va s'arrêter là et on va faire une pause. Voilà, bien.